Monsieur, bonjour. Il n'y en a eu que la presse nationale et internationale cette semaine pour ce qui concerne le Cameroun. Le capitaine Courage, victime d'un accident vasculo-cérébral, a été finalement évacué en France et il remet donc au goût du jour la question des évacuations sanitaires. La pratique a cours au Cameroun. Pour qui, par qui et pourquoi? Vous le saurez dans cette édition de Canal Presse qui démarre avec la mise en bouche de Ghislain Pierre-Essonneau. Deux anecdotes pour commencer. D'abord celle de cet ancien ministre camerounais, malade qui opposa une fin de non-recevoir à son propre fils, pourtant spécialiste de la maladie dont il souffrait. Ensuite, celle d'un directeur d'hôpital de référence qui préféra, il y a quelques mois seulement, se faire évacuer. Résultat de course, pour la seule année 2015, il y a eu, dit-on, une soixantaine de cas d'évacuation sanitaire à destination de l'Occident. Silence, l'économie gabounaise s'est vue amputée de presque 600 millions de francs CFA. Comme il ne s'agit que de demi-anecdotes, Di Moulolo a, sur ses entrefaits, voulu rassurer chacun qu'autant chaque personne a le droit d'être malade et de l'être en paix, autant chacun a droit à la santé. Chacun, comme chacun des Camerounais, y compris ceux qui ne sont pas en haut ou dans la mangeoire. Cela signifie au Cameroun ceux qui sont à des postes de pouvoir et de décision. Le problème pour Di Moulolo, c'est donc finalement le peu de visibilité et d'efficacité des références de nos hôpitaux de référence. Il en est ainsi de cette déclaration d'un professeur d'université selon laquelle le nombre de médecins spécialistes camerounais exerçant à Paris est supérieur à celui de tous les spécialistes exerçant au Cameroun. Ce professeur exagère peut-être, mais tout de suite se justifie-t-il en disant que ce qui est valable pour les soins de santé l'est aussi pour l'encadrement scolaire et universitaire. Quel âge a-t-elle? 40 ou 50 ans? Toujours est-il que la Commission bancaire de l'Afrique centrale a fait du chemin tant bien que mal. Mal, et on s'en rend bien compte aujourd'hui, parce que la COBAC est tel un poisson qui ne saurait s'acheter la meçon. En l'état actuel des choses, et c'est bien cela le reproche, la COBAC légifère, exécute et statue elle-même sur d'éventuels recours. Tout ça pour elle seule, de quoi faire d'elle un Jupiter en matière d'harmonisation et de régulation de son secteur. Tenez, à ce titre et à ce titre seulement, certaines banques ne peuvent s'installer dans certains pays. L'une d'elles est même très fâchée, je n'en dirai pas plus, car je ne sais pas s'il s'agit d'une banque gabonaise, congolaise, gabonaise, équato-guinéenne, centrafricaine ou tchadienne. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Je viens parler d'une mise en bouche ou alors d'un coup de pinceau. Comme vous seul, vous en avez le secret tous les dimanches. Invité au débat ce dimanche justement sur Canal Presse, docteur Alain-Georges Etundimbala. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour docteur, bonjour à chers amis en face. Bonjour. Médecin urgentiste, je le disais, directeur de la lutte contre la maladie, les épidémies et les pandémies au ministère de la Santé. Vous revenez de la région du Sud-Ouest Cameroun, oui, où vous avez mené une activité de formation en relation avec la CAN de football féminine. C'est quoi exactement ? Alors, je crois que c'est très bien de me permettre de parler de cette activité parce que vous savez que le Cameroun se prépare pour la Coupe d'Afrique de football féminine. Et non seulement le Cameroun, mais toute l'Afrique. Donc c'est un événement qui va drainer beaucoup de populations et qui est très important et pour lequel le chef de l'État accorde beaucoup d'attention. Alors à cet égard, il y a des commissions qui ont été mises en place. Donc le premier souci que nous avons à l'heure actuelle, c'est d'être sûr que la CAN va bien se dérouler. Parce qu'il y a effectivement des choses qui peuvent faire que la CAN ne se déroule pas. S'il y a une grosse épidémie de choléra, une épidémie d'Ebola, ça va compromettre le déroulement de la CAN. Donc le ministre de la Santé a demandé qu'on mette en place des mesures de surveillance épidémiologique et de prévention pour qu'on n'ait pas une épidémie qui peut perturber le déroulement de la CAN. Maintenant aussi, quand la CAN va se dérouler, il y a des événements contre lesquels il faut se préparer, notamment un afflux massif de blessés, et aussi de répondre aux exigences de la CAF en termes de couverture sanitaire de tous ceux qui vont participer. Donc nous sommes allés former les ressources humaines qui vont s'occuper de ça. Nous avons formé le comité de coordination
avec le secteur privé qui s'intéresse à ça, parce que vous savez qu'il y a aussi des endémiques. Et donc, à la coordination, on leur a remis aussi des matériels, des ambulances médicalisées, et il faut qu'ils sachent se servir de ces ambulances médicalisées pour éventuellement évacuer vers les hôpitaux ou à l'extérieur. Vous voyez bien que là, on est dans le... Une forte activité. Ah, voilà, très bien, merci à vous d'être venu. À côté de vous, il y a Elon Gono, qui est neurologue, neurochirurgien et spécialiste du droit médical. Merci d'être venu, docteur. Merci beaucoup, madame. On a beaucoup parlé cette semaine de la santé et la sécurité au travail lors du 2e congrès de la Société camerounaise de sécurité et santé, c'était à Douala. Et la presse a relevé que les maladies professionnelles causent la mort de 2 millions de personnes chaque année dans le monde. C'est quoi une maladie professionnelle et est-ce que c'est en Cameroun, docteur? Professionnelles sont les maladies qui sont désignées par le président de la République, c'est-à-dire c'est un décret qui dit quelles sont les maladies professionnelles. Mais il y a plusieurs maladies qui sont qui viennent du fait que certains travaillent. Bon, ces maladies ne sont pas dites professionnelles, mais ce sont les maladies qui sont données par le travail. Et lorsque la maladie est donnée par le travail, normalement le travailleur ou alors celui qui emploie celui-là doit qui sont dans un décret présidentiel qui est remis, je veux dire, qui est refait tout le temps pour un nombre qui est toujours en intégrant un nouveau secteur d'activité. En concordance avec l'évolution du temps. Merci à vous d'être venu. Bernard Ouandji, merci également à vous d'être venu sur ce plateau économiste et homme politique. Avec vous, je vais parler quand même de la course à la Maison Blanche et des propos tenus par Donald Trump il y a 11 ans semblent choquer le champ politique américain. Il a été lâché de toutes parts, notamment par son colistier et par l'ancien candidat à la présidentielle John McCain. Est-ce que ça peut influencer le vote de Donald Trump? Il y a d'abord eu un décident au mois d'août, je pense, quand le Poste avait diffusé des photos de son épouse. Bon, vous avez vu que ça s'est dilué. L'incident s'est dilué, donc je pense que... Vous minimisez cet incident? Pas que je minimise, je pense qu'ils sauront qu'on va diluer, n'est-ce pas, cet incident. Ils sauront le faire. Donc, les chances de Donald Trump restent intactes. C'est une élection qui est très disputée. J'ai 2 frères et sœurs qui vivent aux États-Unis qui sont américains. Et les filles sont pour Hillary. Et les autres et les garçons sont pour Donald. Donc c'est une élection qui est très, très incertaine quand même. Merci. Et en ce qui me concerne, bon, je connais Donald Trump. Nous avons fait la même université. Vous le soutenez? Bon, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. On partait le voir. Il venait de débuter ses activités à Atlantic City. Donc c'était un modèle. Hein, donc on formait des groupes d'étudiants pour aller visiter ses entreprises, son casino, ses affaires immobilières, donc à 2 ou 3 reprises. Bon, c'était un homme vraiment sur une rampe de lancement. Et vous croyez en lui? Et nous de l'université de Pennsylvanie, Wharton en particulier, nous sommes très fiers de voir qu'effectivement, il a réussi à se propulser. Au point d'être candidat à la présidentielle. Propulser au niveau des affaires d'abord, et ensuite en politique. Merci à vous d'être venu. Cabral Libby, je vous accueille également avec ce buzz dont vous êtes l'objet sur les réseaux sociaux autour de ce colloque sur les droits de l'homme sous le prisme des œuvres de Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Vous êtes partant parce que pourquoi vous faites le buzz? Pourquoi je fais le buzz? Parce que j'ai soutenu Mathias Siriko Onangui, qui est l'un des intervenants aux côtés d'autres intervenants. C'était un arropage d'université incroyable. Daniel Abois, Njolo, Tangana Malongue, Brésil, Miranda, Metou, Cosmas Cheka, Njolo. En fait, je ne sais pas, la liste est infinie. Mais bon, les gens ont cristallisé leur attention sur Mathias Onangui pour des raisons que vous pouvez vous imaginer, qui a estimé qu'en tant que chercheur, il ne voyait pas pourquoi il ne participerait pas à un colloque organisé sur les œuvres sociales de Chantal Biya. Bon, moi, je partage la même position parce que j'estime qu'une réflexion scientifique peut être menée sur les œuvres d'un humain. Maintenant, le choix porté sur Chantal Biya peut faire l'objet de débats politiques, d'aucuns estimant que les moyens de financer ces œuvres sociales ne sont pas ses propres moyens. Il y a toute une réflexion qu'on peut mener. Ça fait partie là des arguments de ça. Mais ça ne justifie pas qu'on ait Mathias Onangui, c'est pas que j'ai pris position. Vous pouvez contester ses choix, vous pouvez critiquer sa participation à ce colloque, mais vous
ne l'autorise pas à l'insulter quand même pour son parcours. Maintenant, sur le colloque en lui-même, comme je vous l'ai dit, moi je n'ai pas le niveau de ceux qui y interviennent. Maintenant, ce qui choque aussi sur les réseaux sociaux, c'est les documents liés au budget qui circulent, c'est quand même 65 millions. Bon, chacun peut voir comme il peut. Et puis il y a derrière cette histoire de vol d'idées. Parce qu'en fait, c'est pour ça que tous ces documents sont dehors. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a 2 ministres qui vont intervenir, Elie Pierre sur l'impact environnemental des œuvres de Chantal Biya et Mme Irène Guéné. Bon, allez savoir. Maintenant, l'idée qu'il y a derrière, pourquoi c'est plus du budget. Il y a que l'idée, apparemment, est née il y a 1 an, enseignant de l'université de Yaoundé, à la première dame. Et le choix, après en avoir discuté avec certains de ses collaborateurs, hiérarchie a été porté sur l'université de Yaoundé 2. Et lorsque l'idée a été portée sur Yaoundé 2, il y a un enseignant qui s'est emparé, et puis d'autres s'en sont emparés, donc celui-même qui a eu l'idée au départ ne savait plus ce qu'était devenu son dossier, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il y a un colloque organisé du 1er au 3 novembre, avec comme point d'orgue le décernement d'un doctorat honoris causa. Évidemment, il s'en est énervé, il a estimé que ses aînés académiques avait subtilisé son idée, ce n'est peut-être pas un plagiat, mais bon, et puis dans le derrière, il a estimé que les gens avaient volé son idée, eux, pour s'oppositionner et faire... Surtout que quand vous lisez les documents qui sont rendus publics sur Internet, l'objectif c'est de créer ou d'octroyer un statut à la première dame. Donc lui, il a estimé que ceux qui faisaient ça voulaient s'oppositionner auprès de la première dame. Je ne sais pas si l'année à la vérité, mais voilà donc ce qui fait le buzz. Maintenant, ça va dans tous les sens. Merci pour toutes ces explications. Donc, directeur de publication de l'hebdomadaire sous-régional intégration, vous n'échapperez pas à l'analyse sur le Gabon et son nouveau gouvernement avec Bruno Ben Moubamba, qui a donc été nommé vice-premier ministre en charge de l'habitat et du logement. Ali Bongo avait bien parlé d'un gouvernement d'ouverture. On sait que Bruno Ben Moubamba est arrivé 3e de cette élection. Par contre, on a un gouvernement qui est fait sans un poids lourd de Jean-Ping, sans Jean. Est-ce qu'on peut encore parler dans ce cas d'ouverture? Ça dépend de l'endroit où on se trouve. Pour ceux qui sont aux affaires au Gabon, ils vous diront que c'est un gouvernement d'ouverture. Par contre, si vous posez la question à M. Ping, il vous dira que nous avons un gouvernement qui est tout sauf d'ouverture. Alors, chacun, comme Gemalo dit, de midi à sa montre concernant ce sujet. Mais avec un peu de recul, nous pouvons quand même dire que l'ouverture annoncée, le gouvernement d'union nationale annoncé au soir de la confirmation de son élection par M. Bongo, cette ouverture, disais-je, n'est pas effective. Ça, on peut quand même le constater. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. Et le 3e, qui aujourd'hui fait son entrée dans le gouvernement, sait très bien qu'il était dans ce qu'ils appellent là-bas les 0,000 en termes de pourcentage de suffrage. Donc, on ne peut véritablement pas parler d'un poids lourd. Et donc, du coup, ça pose un certain nombre de problèmes. Tout comme j'ai vu avec la communication qui va avec, une annonce d'ouverture aux femmes. Bon, oui, ça c'est quand même une réalité. Le nombre de femmes a augmenté, mais reste que la société civile, elle aussi qu'on attendait, n'est pas fortement représentée. Donc du coup, il y a comme un arrière-goût d'inachevé. Et je pense que après les clivages que nous avions eu suite à la dernière présidentielle, après les difficultés, je veux dire la crise post-électorale, véritablement, on aurait pu avoir mieux que ce qui est fait. Bon, maintenant, il faut aussi comprendre ceux qui sont aux affaires. Dès lors que M. Ping et tout son camp refusent non seulement de reconnaître le président élu, mais également refusent d'être partie prenante dans le gouvernement. C'est difficile. Donc, de faire autrement. Oui, donc du coup, l'exercice du pouvoir dans ce cas-là nous démontre que être du velours. Merci. Merci monsieur, merci. Alors, comme ce n'est pas le sujet non, juste pour dire, des débats, je n'ai jamais compris le bien fondé des gouvernements d'ouverture ou d'union nationale. Alors, ça veut dire qu'il faut... C'est en compétition lors de façon
Alors, si l'un a gagné, mais gouverne avec ceux qui l'ont soutenu, Exactement. l'autre reste dans l'opposition et continue à convaincre les masses. Et Surtout que d'autres élections arrivent, notamment Voilà, les législatives de décembre prochain, qui vont peut-être provoquer une reconfiguration de la carte politique gabonaise. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. On poursuit cette revue de l'actualité de la semaine avec la revue de presse de la rédaction de Canal Presse. Et on vous revient juste après. Bonjour. La nouvelle carte d'identité fait des vagues avec cet officier supérieur de la police pris en flagrant délit. Un poste au quartier Odia à Yaoundé voulait faire établir une carte d'identité camerounaise à son neveu de nationalité américaine. Des agents commis à la tâche s'y sont opposés et ont été sanctionnés par ce dernier. Heureusement, renchérit notre confrère, que Martin Bagangele, le délégué général à la sûreté nationale, a rétabli la justice en annulant les sanctions. Sanctions, lui aussi, tant sûrement, ce diplomate au ministère des Relations extérieures qui, dans une tribune libre, a osé dresser un état des lieux accablant de la diplomatie camerounaise en questionnant l'inertie du chef de l'État et en plaidant pour le toilettage du statut du corps de la diplomatie promulgué le 18 décembre 1975. En l'absence du ministre, le secrétaire général a sanctionné l'auteur de ce boulot, mais ses collègues menacent de faire grève. Conclut M. qui propose l'intégralité du texte à polémique. Un autre courageux nommé Bernard Marimba, alors préfet du département du Djaïlobo selon mutation, se serait moqué publiquement de l'âge du président de la République en répondant aux populations qui estimaient qu'il avait atteint l'âge de départ en retraite. Il devait libérer le plan. Vous me demandez de partir alors que je suis né en 1961. Pendant ce temps, Paul Biya, qui est né en 1933 est toujours là, aurait-il déclaré. Le farce de son limogeage venu de l'étranger lui a appris que parler de l'âge du chef de l'État est une affaire très sensible au Cameroun. Et pourtant, un autre l'a curieusement fait, lui, Émile Onambele Zibi. Dans une interview accordée au quotidien Émergence, le patriarche parle justement de l'âge avancé du chef de l'État qui le prédispose à un départ sûr. Parlons avec le quotidien de l'économie de ces pots de vin versés aux agents de l'État dans le cadre de l'exploitation illégale du bois. C'est une démonstration de l'enquête du Centre pour la recherche forestière internationale. La colère qui vient du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun et de la représentation des transporteurs qui dénonce l'incursion illégale des Chinois dans un secteur d'activité qui lui est réservé. Ainsi, parlait le quotidien de l'économie du 5 octobre dernier, jour de célébration des mérites de l'enseignant. Occasion pour une tribune de faire le point sur une profession centrale qui a beaucoup perdu de son rayonnement dans la société camerounaise. Notre société où les grandes écoles sont devenues otages des grandes familles. Pour l'accès dans ces institutions publiques de renommée selon repère, chaque ministre ou assimilé, élu ou directeur général impose sa liste que le dirigeant sous pression est prié d'intégrer. C'est donc la République des fils à papa, comme les Yves Michel pour Photo Victor. Notre confrère Essingan fait savoir qu'on va droit vers la révision des procès de cet ancien administrateur directeur général de la CAMER. L'activiste des droits humains Chanda vient de consacrer un ouvrage sur le dossier CAMER. Lisons en vue le journal qui parle de ces revendications du reporter de la Léquier. Là-bas, trois chefs traditionnels se déchaînent contre Paul Biya. Les allusions aux promesses non tenues par le président de la République ont perturbé le meeting organisé récemment par le ministre Don Soumet. Restons dans la Léquier pour parler du cas Essimi Meigné, dont son complice vient d'être incarcéré dans le cadre des liquidations des sociétés d'État. Parlant des liquidations justement, Signature rapporte que le FOGAPé, entendé Fonds d'aide et de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, n'a jamais été liquidé alors que son échec est acté depuis 28 ans et que la lumière n'a jamais été totalement faite sur sa banqueroute et ses conséquences ravageuses. Aujourd'hui, les anciens employés revendiquent leurs droits tandis que certains responsables continuent à vivre sur le dos de l'entreprise Money. Money, comme les vendredis en noir initiés par une partie de l'opposition, c'était en mars dernier. La campagne, selon le journal Mutation, manifeste des signes d'essoufflement et pourtant, les problèmes soulevés pour justifier cette démarche n'ont pas toujours trouvé des solutions. Des solutions, faut justement en trouver pour vaincre les maladies cardiovasculaires, un mal qui connaît une recrudescence au Cameroun. Rigo Besson en est l'une des dernières victimes.
Lui qui a défrayé l'actualité cette semaine. Et puisque le lion ne meurt jamais, De Spaak le dit haut et fort, à toi que tu es gagnant dans ce match que tu livres pour la vie. Espérons maintenant que comme toi, tes cadets gagneront comme tu l'as toujours fait contre l'Algérie dans le cadre de ce premier duel pour le compte du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. Pour Cameroun Tribune, c'est le premier vrai test qui permettra de se faire une idée réelle des capacités de cette équipe nationale que Bruce est en train de construire. Bon dimanche et à dimanche prochain. Brankamga signe la revue de presse de cette semaine et je rappelle que les sujets sont donc en débat ce dimanche sur Canal Presse. Cette question des évacuations sanitaires et la régulation bancaire dans la zone CEMAC avec un focus sur la BEAC. Commençons par l'affaire de santé. Cabral Libi, avez-vous des nouvelles de cette personne? Oh, pas plus que vous. Je crois qu'il a... J'ai suivi dans les médias internationaux puis nationaux, comme ça se passe généralement, que l'opération s'est bien déroulée et que c'est vrai qu'hier dans l'après-midi, il y a encore une folle rumeur qui a circulé faisant état de son décès. Mais bon, personne n'y a vraiment cru. Mais on sait tous qu'il se trouve dans un hôpital universitaire, non pas celui de Mélène, qui est rattaché ici à l'université de Yaoundé 1, mais bien à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui est rattaché cette fois à la faculté de médecine Pierre-Marie Curie à Paris 6. C'est une université. Donc les universités peuvent bien soigner ce type de choses si on le désire. Donc voilà. Bon, remercions Dieu que Rigaud soit entré dans le Gotha des VPP, les Very Presidential Personalities, qui sur un coup de tête, Eric Tchindji en sait quelque chose, peuvent être évacués. Thierry, dans l'évacuation sanitaire effective donc de Rigobertson depuis mardi soir, est-ce que c'est un aveu de déficit de compétences des médecins camerounais? Oui, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Le fait qu'on ne puisse pas soigner Rigobert ici démontre que nous avons deux types de problèmes. D'abord, l'infrastructure d'accueil, le plateau technique ne permet pas certainement. Et ensuite, les spécialistes commis pour ce type de maladies, hein, ces spécialistes, s'ils ne sont pas rares, ils ne sont peut-être pas suffisamment up-to-date pour régler ce problème. Donc, du coup, pour moi, c'est un problème qui va au-delà de Rigobertson, parce que ça peut être comme l'arbre qui cache la forêt. Je peux vous faire une confidence. Un jour, à tout hasard, je me suis retrouvé au ministère des Finances et dans le service où on fait des engagements, on tire les cartons des gens qui bénéficient d'une évacuation. Mais j'ai eu la chance pour ce jour-là, parce que les cartons n'arrêtaient pas de sortir d'une imprimante et curiosité de journaliste, je vois des montants qui passaient par là. Mais je peux vous assurer que ce que nous dépensons chaque jour pour soit payer des soins de santé à l'étranger, soit pour évacuer, je ne sais pas, ça donne la chair de poule. La question de finances interviendra en milieu de ce débat. Le moi de demander à Dr Elon, les collègues et confrères semblent dire qu'on n'aurait pas pu prendre en charge ce type de cas. Je ne voudrais pas qu'on focalise sur le cas d'Erigo. C'est un AVC comme on en a eu plein d'autres et une évacuation comme il y en a eu d'autres dans ce pays. Que répondez-vous à cela? C'est un déficit vraiment de compétences sur le plateau. À Dr Etoundi d'abord et puis Dr Elon après. Pardon, oui. Dr Etoundi, je commence. Non, je pense qu'on ne peut pas appeler des intellectuels de football comme nous sommes pour parler de la maladie de Rigobertson. Bien sûr, oui. Je crois que c'est indécent, à mon avis. Et puis, même dans nos traditions, quand quelqu'un est malade, il faut qu'on... Mais globalement, est-ce que le Cameroun est capable de prendre en charge un malade, une victime d'un accident vasculaire? Donc je pense qu'il faut qu'on profite de cette occasion pour lever un certain nombre d'équivoques ou bien alors pour éclairer sur un certain nombre d'incompréhensions ou alors même de coins obscurs que les gens ignorent l'évacuation. D'accord. Donc je vois que la première question qu'on doit se poser, c'est quel type de pathologie
évacués. Oui. Et vous répondez quoi à cela? À cet égard, je dois dire que il y a, on va essayer d'être simple, il y a globalement deux types de maladies. Il y a des maladies pour lesquelles vous êtes malade et le pronostic vital peut être engagé, soit dans la semaine, soit en termes de semaines, d'années, et peut entraîner soit la mort, soit un état handicapant. C'est-à-dire vous avez un cancer, ça ne va pas vous tuer dans la journée, ça va vous tuer peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Vous avez une maladie d'insuffisance cardiaque compliquée, ça va vous tuer en quelques années. Donc, ça, c'est des maladies qui peuvent demander qu'on évacue. D'accord. Il y a d'abord cette première situation. D'accord. Après, deuxième situation, on a l'urgence vitale. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est de très grave pour lequel vous pouvez mourir dans l'immédiat et il faut qu'on vous évacue. Voilà les deux situations qui posent problème. Alors, s'agissant des maladies qui demandent du temps, il y a un processus qui est mis en place d'évacuation. Je voudrais d'abord lever tout de suite une incompréhension. Celle qui veut faire croire que les membres du gouvernement, les députés, les personnalités, et quand vous parlez des occupations, oui, rigole, c'est une importante personnalité qui doit être... Qui veut faire croire que ces personnalités sont évacuées essentiellement aux frais de l'État sur un coup de tête du président. Non. Les membres du gouvernement est assimilé, les membres de l'Assemblée, les enseignants d'université ont des assurances maladie, ont une mutuelle. Et pour certains, cette mutuelle peut être étendue à des évacuations sanitaires. Donc, d'emblée, les frais de prise en charge de la plupart des membres du gouvernement est assimilé. Des gens de l'Assemblée, des professeurs d'université, ils sont assurés. Ce n'est pas le budget de l'État. D'accord, c'est noté. Je tiens à le dire. Oui, c'est noté. Alors, maintenant... Les autres, c'est les fonctionnaires. Parce que l'État a le devoir de prendre en charge ses fonctionnaires. Donc, si vous avez une de ces pathologies qui demande qu'on vous évacue et que vous êtes fonctionnaire, vous êtes pris en charge par l'État. D'accord, merci Dr Etoundou. Alors, on va revenir sur qui on évacue. Je voudrais qu'on reste d'abord sur pourquoi on évacue encore au Cameroun en 2016. Docteur Elon, comment on en vient encore à évacuer des gens du Cameroun en 2016 alors qu'il y a des infrastructures qui ont poussé un peu partout dans le pays, pour le dire comme ça, des hôpitaux. Donc, le citoyen lambda se dit, on a déjà les moyens de traiter les gens au Cameroun. Et pourquoi on en arrive encore à ça? Oui, ce que dit le citoyen lambda n'est pas toujours exact. Il faudrait savoir qu'en médecine, il y a d'abord le système de l'humilité. Chacun doit savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que son voisin peut faire. Ce n'est pas parce que c'est une évacuation hors du Cameroun que... Ça veut dire qu'on n'a pas pu la traiter. Qu'on n'a pas pu la traiter. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois quelles sont tes possibilités de traitement et tu envoies ton voisin. C'est-à-dire que quand un neurologue ne peut pas faire, il envoie un autre neurologue. D'accord. C'est simplement ce qui se fait. Mais alors, parlant des évacuations sanitaires, j'ai entendu tout à l'heure notre frère dire qu'on parle de l'incapacité des médecins, incapacité aussi des infrastructures. Vous savez, les médecins, ce n'est pas eux qui font les infrastructures. Le problème est un problème qui vient de loin. La construction de nos hôpitaux demande que ce soit ce qu'on peut faire qui mène à ce qu'on construit cet hôpital-là. Je vous parle peut-être de la Pitié-Salpêtrière dont on parle. La Pitié-Salpêtrière est équipée de telle façon que pour un accident vasculaire cérébral, il essaie de faire bien le diagnostic, il a le moyen de bien faire le diagnostic, il a le moyen de bien faire les investigations, il a le moyen de faire la thérapeutique de façon à ce qu'on puisse sortir la personne de son problème. Ce que le centre des urgences de Yaoundé ne fait pas? Non. Alors, le centre des urgences de Yaoundé, je me suis de dire que ne fait pas ça du tout. Ça, je peux le dire. L'hôpital de référence de santé. Si vous permettez, il faut... Juste un mot là-dessus. Non, il faut... tout à l'heure, vous m'avez interrompu, mais il faut laisser que je précise que je pense. Si je ne vous dis pas ça maintenant, on va... Allez-y, docteur. Non, ce que je voulais vous dire d'abord, s'agissant donc des maladies dont je vous parle là, quand on dit que nos hôpitaux ne sont pas prêts, mais non, si vous regardez, si ceux qui ont la mémoire, ce qui peuvent se rappeler. Avant, on a construit un certain nombre d'hôpitaux depuis quelques années. Et ces hôpitaux ont contribué à baisser les évacuations.
ils ont continué à baisser. Aujourd'hui, il y a quelques années, on allait faire les scanners en Côte d'Ivoire. Il y a quelques années, on allait faire des dialyses à l'étranger. Aujourd'hui, on dialyse dans toutes les régions du Cameroun. Il y a quelques années, pour les pathologies cardiaques, la plupart, on évacuait en France. Mais aujourd'hui, à Chisson, nous avons l'un des meilleurs centres de cardiologie d'Afrique noire. Pour la plupart des pathologies oculaires, on soigne. Donc, je veux dire que si on regarde au cours des 10 dernières années, il y a un certain type de pathologie qui systématiquement avant devait être soigné à l'étranger et qui est déjà soigné au Cameroun. Merci. Et même, je vais aller plus loin, et même beaucoup de pays autour de nous viennent se faire soigner au Cameroun, non seulement pour ces pathologies, mais pour des problèmes comme la prise en charge du sida, les problèmes de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Donc, dire que le plateau technique du Cameroun, les spécialistes du Cameroun sont défaillants. Je dis non. C'est bien noté. On doit avancer dans le débat, Dr Itundu. Je permets que Bernard Wandi prenne également la parole sur la décision d'évacuer généralement au Cameroun ce que Cabral Libye a appelé, les gens que Cabral Libye a appelé des VPP. Voilà. Ça se fait souvent sur décision du chef de l'État. Est-ce que sur le plan, vous êtes un homme politique, est-ce que vous comprenez que le chef de l'État a décidé de ce que quelqu'un aille avoir la santé hors du Cameroun? Non, il y a un aspect comptable dans le processus d'évacuation parce que une évacuation est subite. Donc quand on fait le budget de l'État, il y a une petite ligne budgétaire, les dépenses communes, ou même une petite somme pour les dépenses imprévues comme ça, comme l'évacuation, mais c'est très rapidement épuisé. Comme disait Thierry donc, tout à l'heure, les cartons sortent, ça sort. Et les sommes vous dire qu'actuellement, ça fait plus de 80 milliards de francs de frais d'évacuation en France que le Cameroun n'a pas réglé. C'est dans le rapport du FMIC sur Internet. 80 milliards de francs, ça fait des années. Quand je travaillais au ministère des Finances en 91, la dette hospitalière et la dette postale, ça faisait 17 milliards. On a consolidé cette dette dans le cadre de la restructuration bancaire et payé la France. Maintenant, ça a accumulé à nouveau à 80 milliards. Et laissez-moi vous dire que quand les gens sont très contents, on a évacué tel, laissez-moi vous dire que quand on accumule la dette comme ça, ça donne un atout supplémentaire à la France. Pour vous tenir, parce que quand la France va venir dire, voilà, 80 milliards, il faut payer. Vous dites, je n'ai pas d'argent. Il va dire, bon, donnez-moi le chemin de fer. Vous allez crier que Bolloré a pris mon chemin de fer. Donc, je voudrais là-dessus lever une incompréhension. La dette sanitaire, médicale du Cameroun en France ne relève pas seulement des évacuations sanitaires. Et même la portion des évacuations sanitaires officielles, c'est la portion congrue, ça ne représente rien. La dette dont vous parlez, c'est quoi? C'est cette dette-là qui fait que chaque fois que les Camerounais vont en France, pas de voie légale ou pas de voie illégale, quand ils se retrouvent en France et qu'ils sont malades, et qui ne bénéficient pas du système normal de prise en charge mis en France, ces frais, ces soins-là sont automatiquement imputés au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez que dans le processus d'attribution de visas, ces notions de prise en charge médicale sont de plus en plus en ligne de jeu. Donc quand vous dites 80 milliards, non, ce ne sont pas les évacuations. Merci d'avoir levé l'incompréhension. C'est les frais, c'est les dettes que les Camerounais vont accumuler en France parce qu'ils y entrent parfois de façon illégale et se font. D'accord. Pour la question des infrastructures, je reprends par vous, Cabral Libye. On a bien parlé du Centre national des urgences de Yaoundé qui a été inauguré en août 2015 pour prendre en charge les cas de détresse, le 18 août, pour prendre en charge les cas de détresse vitale. C'était la deuxième inauguration, oui. Parce que ça a été inauguré depuis. Et lorsque les patients sont à l'article des morts, c'est ce qui était prévu et c'est ce que la presse a relayé au cours de cette inauguration. Alors, pourquoi donc continuer à évacuer si on a un hôpital qui doit gérer les détresses vitales et les patients à l'article de la mort? Non, moi je crois qu'il faut vraiment être VPP pour être évacué. D'abord, des AVC sont soignés au Cameroun. Mon père à moi-même en a eu un, il a été soigné au Cameroun. Des ruptures d'anévrisme hémorragique sont soignées au Cameroun. Les gens sont opérés à Douala et à Yaoundé. Donc si on a évacué son Banak, c'est qu'on a voulu en faire
une affaire de récupération politique. Mais ce n'est pas le seul cas, parce qu'avant lui, il y a eu d'autres évacuations. Non, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est un effet de mode. Les gens fuient leurs propres hôpitaux. En la vérité, dans un pays où les hôpitaux sont sous-équipés, je veux bien, je crédite la bonne foi, mais c'est le signe caractéristique de l'échec d'une politique sanitaire. Dans un grand hôpital de Yaoundé, au moment où nous sommes ici en train de parler, les malades dialysés se préparent demain à 5 h du matin à se mettre tous devant le portail pour que personne ne sorte. Vous savez pourquoi? J'y suis allé, il ressemble à des zombies. Quand on doit se faire dialyser, on doit l'être 3 fois par semaine pendant 4 heures. Depuis des semaines, ils sont dialysés 1 fois par semaine et pendant 3 heures. Ça donne quoi? Pourquoi cela? Parce que les machines pour faire la dialyse sont en panne. Bon, le directeur général se bat pour les faire réparer, il fait appel aux machines, tout le reste. On est en plein cœur de Yaoundé. Et pendant ce temps, quelqu'un qui habite un palais tout à côté, lorsqu'il a un mal de tête ou un mal de dents, il prend l'avion, il s'en va. Et il gouverne le Cameroun depuis 33 ans. Donc, si vous ne posez pas le problème de la sorte, là on parle de la santé des Camerounais, on parle de la vie des Camerounais. On n'est pas en train de parler des choses qui sont en l'air. Vous, tous les jours, vous allez dans des hôpitaux. Quel est le spectacle que vous vivez? Au Cameroun, ce n'est pas un hôpital qui manque. Parce que, mais écoutez, il y en a de 5 catégories. Qu'est-ce qui manque? Les hôpitaux. Mais ce qui manque, c'est l'équipement. Vous savez, les parades, vous avez les hôpitaux généraux, les hôpitaux centraux, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux du district, les hôpitaux d'arrondissement, les centres de santé intégrés. Et je ne compte pas les officines paramédicales et privées et confessionnelles et tout le reste. Il y a des hôpitaux partout. Mais rentrez là, quel est le personnel de santé que vous trouvez? On en est encore à un médecin pour 10 000 ou 15 000 personnes. Voilà le problème. Vous ne les formez pas suffisamment. Et même quand vous les formez, on apprend qu'on fait le rattrapage 2 à 3 fois à la faculté de médecine pour passer les fils d'eux. Donc voilà, si vous voulez qu'on parle de cette affaire et qu'on la touche dans le fond, je vais permettre que Dr Elon réagisse avant vous, Dr Etoundi. Le mal, Cabral le dit, c'est les équipements. Vous êtes d'accord? Cabral dit, je crois que quand il a parlé, je n'avais même plus rien à dire. Ah d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'accord. Ce qu'il dit est tellement exact. Je vais vous dire la concession même des hôpitaux. Moi, je suis neurochirurgien. D'accord. On m'avait demandé d'aller voir l'hôpital général lorsqu'on construisait, quand ce n'était pas encore fonctionnel. J'étais neurochirurgien au CHU. On me dit d'aller voir. Je viens, je vois toutes les salles d'opération. Je dis, où est la salle de neurochirurgie? On me dit, on prendra une salle. Non. Les salles où on fait la neurochirurgie ne sont pas les salles où on fait la chirurgie digestive, ne sont pas les salles où on fait l'orthopédie. Donc ça doit être conçu comme tel dès le départ. Être conçu dès le départ, ça doit être bien conçu. Et quand on est parti comme ça sur un hôpital qui est fabriqué dès le départ de cette manière-là, c'est pas demain qu'on va changer les salles d'opération. Donc ça, c'est certain. Deuxième chose, les médecins même. Il y a une certaine façon de faire. C'est-à-dire qu'on prend un médecin, on met d'abord quelque part et par là, on ouvre un service. Je vais vous dire, j'ai commencé par être neurochirurgien au CHU. Mais c'est parce qu'on nous a affecté neurochirurgien au CHU qu'on a dit qu'il y a un service de neurochirurgie au CHU. Faux. C'est un service qu'on fait d'abord et on voit quels sont les gens qui peuvent travailler dans ce service-là. Est-ce que c'est nous qui avons conçu ces hôpitaux-là? Est-ce qu'on a demandé aux neurochirurgiens, on veut faire un service de neurochirurgie, de quoi se compose-t-il? Non. Nous venons comme ça, nous trouvons comment le service est fait et puis... C'est noté. Je vais permettre à Dr Etoundi de réagir. La question des équipements... Permettez-moi de parler un tout petit peu plus. Ce que le docteur Etoundi a dit est très très vrai. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. D'accord? Sur les choses, c'est-à-dire on peut mieux faire les plaies, on peut bien faire les analyses. Mais vous avez dit, on fait les dialyses, mais les dialyses, comment on les fait? Quand on veut faire quelque chose en médecine, vaut mieux ne rien faire que de faire. Il faudrait bien, quand on veut faire quelque chose, qu'on le fasse bien et que ça dure. C'est noté. Pas une chose commence. C'est noté, Docteur Elon. J'aurai à vous. Alors, Docteur Etoundi, la question des équipements sans poser problème. Non, je crois que ce qu'il faut... Non, nous avons... Apprenons à aborder les problèmes de la société, c'est-à-dire qu'il y a des insuffisances et il y a des avancées. Si nous arrêtons sur les insuffisances pour dire que... C'est un peu comme si on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout ce que vous signalez, savoir le déficit en infrastructure, le déficit en ressources humaines, mais c'est normal. Nous avons un pays qui se construit, un système de santé qui se construit. Et je suis heureux que vous parliez des problèmes de dialyse, parce que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir qu'il y a quelques années, les malades insuffisants rénaux chroniques étaient tous évacués. Mais aujourd'hui, quand même, chaque région, il y a un dispositif pour les prendre en charge, et il en est ainsi pour d'autres choses. S'agissant du stand des urgences qui me tient à cœur, non, je refuse de dire qu'on dise quoi que ce soit. Parce que ce centre qui a été conçu, parce que je vous ai parlé
types d'évacuation. Des évacuations pour les malades chroniques et maintenant l'autre forme d'évacuation pour les situations d'urgence, de détresse vitale. Et ça pose problème parce que ça touche l'opinion publique, ça touche la On est en plein dans le sujet pour lequel nous sommes donc, là. Oui. Premièrement, je le dis et je le répète, les ministres, les députés, la plupart des professeurs d'université ont des mutuelles d'assurance. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit, docteur Etoudi. Donc, je refuse qu'on dise qu'elles sont évacuées sur un coup de Non, passons à autre chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais laissez-moi parler, vous n'êtes pas d'accord. D'accord, on a compris. Le processus d'évacuation n'attend pas le coup de tête du président. Il y a un dispositif avec... Mais tout le temps, on dit sur instruction du président, sur instruction de ci et ça. On dit, vous ne pouvez pas croire... Mais pourquoi on dit... Mais dites la vérité donc Camerounais. La vérité, il y a un comité national de santé qui s'assoit et qui délibère les dossiers à évacuer. Ça y est, ça, c'est des urgences dont vous avez parlé. Mais le centre des urgences a été mis en place pour pouvoir prendre en charge la détresse vitale qui risque de mourir, pour pouvoir l'amener dans l'hôpital le plus approprié. Aujourd'hui, excuse-moi de revenir, le cas de Sombanak est typique pour montrer que ce centre a rempli ses missions. Un AVC aujourd'hui dans ce centre, on voit bien que quand on arrive dans les délais avec un AVC grave pour lequel on peut mourir, le centre est capable de vous prendre en charge et de conditionner avant l'évacuation. Vous êtes sérieux, docteur? Attendez, s'il vous plaît. Je veux vous dire quelque chose. Il faut que je vous en urgence, c'est une opération. Non, s'il vous plaît, je ne peux pas laisser que 20 secondes, on va aller. 20 secondes, parce que les autres doivent intervenir. Un AVC, c'est quoi? Un AVC, il y a deux types d'AVC. Vous avez l'AVC pour lequel un caillou va venir boucher un vaisseau. Et aujourd'hui, au centre des urgences, vous pouvez le vérifier à l'heure qu'il est, nous avons le médicament de telle façon que si vous arrivez dans les délais, dans les 3 heures, le médicament pour déboucher cet AVC existe. Et c'est un médicament qui coûte cher. L'autre forme d'AVC, c'est quoi? C'est les AVC hémorragiques que vous pouvez avoir pour un anévrisme et qui peuvent demander une intervention. Mais cette intervention ne se fait pas avant stabilisation. Alors, si vous n'avez pas les capacités de stabiliser ce patient, vous ne pouvez même pas l'opérer. Merci, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Monsieur Wandji, vous ne semblez pas d'accord avec ce que le docteur Etoudi dit? Non, mais quand même, il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, un monsieur qui venait de quitter le gouvernement a été évacué au coût de 46 millions. J'ai lu ça dans les journaux. Et il venait juste de quitter le gouvernement. Pour une hernie discale. On l'a évacué pour 46 millions. Et les mêmes journaux, un mois plus tard, on dit qu'il se porte très bien à Washington et à Paris. Donc, c'est un cas particulier, peut-être. C'est un cas particulier. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons besoin... Vous êtes bien placé pour nous dire s'il se porte bien à Washington, justement. C'est écrit dans les journaux. Ce qu'on a besoin dans ce pays, c'est faire quand même une gestion budgétaire transparente. Évacuer, c'est quoi? Moi, j'étais à Garoua il y a 2 mois. Je cause avec un médecin. Il dit que bon, maintenant, c'est moi le directeur ici. On évacue les malades de la zone vulnérable vers chez moi. Mais en tout et pour tout, cette année, j'ai eu 11 millions de crédits pour acheter les consommables. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas souvent penser au VPP, qui doivent aller se faire soigner en Europe. Il faut quand même véritablement qu'il y ait une médecine de proximité, que les centres de district, les maternités, même les hôpitaux de Yaoundé. La semaine dernière, à la même semaine où son mari a été malade, un de mes jeunes amis, Simon Pierre, qui est le beau-frère du professeur Yono, a eu un AVC. On l'a transporté à l'hôpital et par défaut d'une prise en charge adéquate, 3 heures de temps, il est mort. 3 heures de temps après, il est mort. Donc, il faut quand même, n'est-ce pas, qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une justice dans ce pays, que les gens soient traités de la même façon lorsqu'ils sont malades. Merci. Alors, Thierry, donc, je viens à vous tout à l'heure, docteur. Alors, Thierry, donc, on est en plein dans la question de la prise en charge de ce type de cas. Est-ce que c'est cette prise en charge qui fait défaut lorsque vous faites vos investigations pour qu'on en soit encore à référencer les cas les plus urgents vers les hôpitaux européens? Non, je crois que depuis qu'on parle, là, on est tous d'accord que notre système sanitaire présente beaucoup de limites et que nous sommes tous des Camerounais. Quand nous sommes dans les hôpitaux, on voit tous les lacunes. Il y a un déficit en termes, je le dis, de plateaux techniques, en termes de personnel, en termes de disponibilité des médicaments. Bref, ici, on peut faire le procès du système sanitaire. Donc, à partir du moment où il y a autant de limites, ça ne me surprend pas qu'on prenne
en charge des gens, qu'on évacue des gens. Sauf que on ne peut pas évacuer tout le monde. Et du coup, le fait que certains soient évacués et d'autres pas pose problème. Exactement. Et ça va continuer ainsi. Et c'est pour cela que la seule solution, à mon humble avis, pour résoudre ce problème, c'est de régler en interne la qualité des soins. Il faut plus de performance. L'État fait déjà assez. Je suis d'accord avec le docteur Toundi que si on regarde d'où nous venons, il y a beaucoup d'avancées. Mais nous aussi, en tant que bénéficiaires des soins, nous disons ça, on peut mieux faire. Et donc, ne dormons pas sur nos lauriers. Surtout que nous voyons des lacunes simples qu'on peut corriger et parfois qui attendent des mois, pour ne pas dire des années. Merci à vous. Alors, Cabral, on en vient à la qualité de qui est-ce qu'on évacue. Alors, il y a un décret du 13 septembre 2000 qui fixe les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire, son conjoint, ses enfants, et qui peuvent donc bénéficier d'une évacuation, les frais étant totalement ou partiellement pris en charge par l'État. Ça veut dire qu'il n'y a que le fonctionnaire qui est pris en charge par l'État dans une évacuation, Cabral? Oui, le texte que vous citez, lui, il est même très récent. Mais il y a un texte beaucoup plus global qui est le décret du 9 juillet 1991 qui fixe les modalités de prise en charge financière pour l'évacuation sanitaire. Alors, qui peut être évacué? Il y a les membres du gouvernement et assimilés, il y a les personnels diplomatiques, il y a les fonctionnaires, les agents publics, les retraités et les personnes réputées indigentes après qu'un rapport ait été établi par le ministère des Affaires sociales. Donc voilà la catégorie des personnes qui peuvent être évacuées au Cameroun. Et Rigobert Sambana qui est en bord d'une équipe nationale, c'est normal. Maintenant, comment se fait la procédure? La procédure, ça dépend, parce qu'on pense que l'évacuation sanitaire, c'est seulement vers l'extérieur. Il faut savoir que quelqu'un qui part des ECA pour Yaoundé peut faire l'objet d'une évacuation sanitaire. Et là, la prise en charge financière, d'abord, l'évacuation est décidée par le gouverneur de région. Alors que lorsqu'il faut aller maintenant à l'extérieur, c'est le ministre des Finances et le ministre de la Santé, après avis du Conseil national de la santé. La procédure est dans une loi, comme je suis juriste dans une autre vie, donc j'ai pu lire le texte. Et donc, mais justement, et c'est pour ça que je disais au docteur tout à l'heure, que à ce que je sache, justement en juriste, les assurances n'ont jamais évacué quelqu'un. Les assurances remboursent. Même quand quelqu'un est assuré, il faut d'abord payer avant d'être remboursé. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas. La vérité, c'est que les évacuations sanitaires coûtent toujours cher, parce que tout le monde n'est pas justement assuré. Toutes les personnalités qui partent ne sont pas assurées. Et il faut bien que l'État assume. Et d'ailleurs, la loi le précise. Tout à l'heure, vous avez donné des détails sur la pratique. Mais la loi dit juste que vous êtes évacué si on ne peut pas vous prendre en charge, si les moyens techniques, le plateau technique ne le permet pas, et s'il y a de l'argent pour pouvoir financer. Ça coûte cher, docteur. En fait, nous ne sommes pas nihilistes. Nous ne disons pas que rien n'est fait. D'abord, pour qui connaît l'histoire du Cameroun, quand nous sortons de la crise, l'hôpital est dangereusement sinistré comme tous les autres secteurs de la République. Le problème, c'est que quand il y a l'embellie économique qui revient, c'est une question de priorité. Vraiment, avant d'acheter tous les jours des véhicules pour les ministres, justement, même au ministre de la Santé, il faut quand même savoir que les 80 millions de francs qu'on va investir pour des véhicules, pour d'autres dépenses somptuaires de la République, il faut les engager. Le problème, ce n'est pas à votre niveau, à la vérité. Ne vous sentez pas obligé de les défendre. La vérité, c'est une question de priorité. Et la priorité dans un État, il faut l'accorder à la santé des citoyens. C'est tout ce que nous disons. Je voulais dire que non, je vois que Cabral, vous avez parfaitement cité cette loi. Je pense que tout ce que vous avez dit est vrai. Sauf d'ailleurs que vous avez, depuis 1991, il y a effectivement eu cette évolution qui accorde, qui fait que les membres du gouvernement, les secrétaires généraux, les... Et tous ceux qui sont pas dans tout ce qui est cité, s'il vous plaît, l'Assemblée, ont en plus de ça une mutuelle. Donc ça, vous avez parfaitement raison. Je crois que vous avez aussi raison de dire qu'on est dans un contexte global, de gestion globale de l'État. Je ne pense pas qu'on est ici pour ça. Évidemment. Je voudrais qu'on vienne ici pour resituer. La vérité, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde se dit, on a construit des hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'on continue à évacuer? Je leur dis, premièrement, les hôpitaux qu'on a construits, effectivement, ont rempli des missions de baisser les évacuations en termes dans la plupart des pathologies, comme j'ai dit, rénales, les problèmes de procréation médicalement assistée avec le cancer, les problèmes de cardiologie.
a baissé. Premièrement, donc, les évacuations, les types d'évacuation vont forcément baisser et ça a baissé. Deuxièmement, on va continuer à évacuer. Mais j'ai dit oui. Pourquoi? Pourquoi on va continuer à évacuer? Parce que le Cameroun, nous sommes dans une mouvance de quête perpétuelle de l'excellence. Aujourd'hui, nous avons commencé à greffer, à dialyser. Docteur, excusez-moi. S'il vous plaît. Pourquoi on doit évacuer quelqu'un qu'on peut soigner? Voilà la question de fond. Pourquoi évacuer quelqu'un qu'on peut soigner? Juste parce qu'il est ministre? Non. Pourquoi vous voulez toujours ramener... Oui, mais parce que c'est eux qui parlent. Et parfois, il y en a qui en meurent en attendant l'évacuation. S'il vous plaît. L'affaire du général Mambo est connue. S'il vous plaît. Je ne voudrais pas parler des individus ici. Mais parlez des citoyens lambda. Oui, le décédé, on va en parler. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous allons baisser forcément, et nous avons baissé les évacuations pour un certain type de pathologie. C'est net, c'est vérifiable, c'est sûr. Mais si vous me demandez si on va continuer à évacuer, parce qu'il y a forcément des pathologies pour lesquelles nous n'arriverons pas toujours à prendre en charge. Aujourd'hui, on a commencé à soigner les insuffisants rénaux, mais l'avenir est à la greffe du rein. Tant que nous ne greffons pas le rein, nous allons évacuer. Et un patient peut demander à être soigné ailleurs. Et puis, nous avons commencé par... Nous avons des pathologies, le cancer, où il faut faire des greffes de moelle. Nous ne le faisons pas encore. On va évacuer les greffes de moelle. C'est-à-dire que la médecine est la science qui bénéficie le plus des avancées technologiques, informatiques et tout le reste. Nous allons continuer à évacuer ce type-là. Merci. Docteur Elon, vous vouliez ajouter quelque chose sur les types d'évacuation. Alors pourquoi la nécessité d'évacuer va toujours s'imposer? Oui, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure au début que la médecine a quelque chose de bien précis, c'est l'humilité. Ce que je ne peux pas faire, je dis aux voisins de faire. Et ce qui est certain, c'est que nous ne saurons jamais, nous n'allons jamais tout faire. Vous savez, je parle de la France. Lorsque vous avez un problème quelque part dans un hôpital en France, on vous dit d'aller dans un autre hôpital qui est équipé, mieux équipé pour y aller. C'est une évacuation aussi. Mais quant à nos problèmes d'évacuation sanitaire ici, nous y sommes pour beaucoup. Les médecins sont formés. Ils sont bien formés. Moi, par exemple, j'ai été formé dans un endroit où on faisait beaucoup d'anévrismes. Et mon sujet de sortie en tant que neurochirurgien, c'était sur les anévrismes rompus. Mais quand c'est facile, c'est quoi les AVC? Les AVC, oui. Ah oui, peut-être faudrait-il dire AVC. Quand on parle de l'AVC, c'est accident, ça veut dire accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue et surtout qui est brutal et qui est souvent malheureux. Bon, mais il y a plusieurs types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents qui sont artériels et des accidents qui sont veineux. Et pourquoi on dit c'est cérébral? Cérébral parce que c'est dans le cerveau. Je profite pour dire que les gens disent souvent cardiovasculaire ou ce ne sont pas les cardiologues qui sont impliqués dans les accidents vasculaires cérébraux. Ce sont les neurologues et les neurochirurgiens. Je vois qu'on parle beaucoup de cardiologie ici. On n'a pas tort de parler parce que ce qui cause ça le plus, c'est l'hypertension artérielle qui est un facteur, un mauvais facteur. Mais peut-être allons-nous parler de ça tout à l'heure. On y va tout de suite d'ailleurs, parce que Thierry, est-ce que vous avez constaté qu'il y a quand même une hausse du nombre d'accidents vasculaires, c'est vrai. Bon, est-ce que c'est seulement parce qu'on en parle beaucoup, parce que ça arrive à un certain nombre de personnes, ou bien c'est vraiment la réalité sur le terrain? Les médecins nous diront... Voilà, c'est ça, vous voulez dire que les médecins sont bien placés pour nous donner les chiffres, mais de façon empirique. Nous constatons quand même que ce type de pathologie est de plus en plus souligné, de plus en plus répandu. Moi, je le dis de façon empirique parce que aujourd'hui, quand je passe quelque part, on me dit tel est décédé d'AVC. Il y a 15-25 ans, c'était pas toujours le cas. Donc, c'est vrai que la population augmente aussi. Et donc, on est plus confronté à ce type de problème. Mais je voudrais, si vous en avez convenance, je voudrais dire que le problème des évacuations sanitaires, on ne peut pas, en parlant des évacuations sanitaires, on ne peut pas faire l'économie de la gouvernance des ressources qui sont mises en place pour les évacuations sanitaires. Ça, je tiens à le dire. Parce que, je vous ai dit, j'ai fait un tour dans cette direction au ministère des Finances qui s'occupe de
de sortir les cartons. Et ce que j'ai vu là-bas m'a fait froid au dos. Mais également dans mes enquêtes de journaliste, j'ai quand même aussi eu à constater que les ressources disponibles pour les évacuations sanitaires sont parfois détournées par toute une filière qui commence au Cameroun, se poursuit à l'ambassade du Cameroun, soit en France, soit en Tunisie, avec des réseaux mafieux que vous ne pouvez pas imaginer, des gens qui se font évacuer ici, qui ne sont pas malades, qui arrivent en France, se font décaisser des dizaines de millions chez le comptable, à l'ambassade de France, et font leurs emplettes pour revenir au Cameroun simplement. Même chose en Tunisie. Les chiffres existent avec des montants, des personnes identifiées. Donc pour dire que voilà quelque chose qui avait été pensé pour aider les Camerounais à se soigner. Mais finalement, le peu de ressources disponibles pour cette opération fait l'objet de toutes sortes d'appétits au point où des filières mafieuses ont vu le jour. Donc ça aussi, il faut le dire ici. Est-ce qu'il y a un contrôle, docteur Etoundi, pour le suivi des cas évacués et tout le reste? Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Le ministère de la Santé et le directeur de la lutte contre la maladie et le médecin urgentiste que je suis doivent éclairer sur le processus d'évacuation. Comment ça se passe, qui on doit évacuer. Maintenant, ce dont vous parlez, qui relève plus des investigations de journalistes, de policiers ou bien de... Vraiment, laissez-moi, je ne peux pas... Mais toujours moi, je fais mon travail de journaliste. Moi, je vous dis, je dis à l'opinion ce qui se fait. Vous êtes spécialiste, mais moi, je fais mon travail de journaliste. C'est bien noté. Ce que je veux dire, effectivement, c'est que vous devinez bien que nous avons intérêt à ce que le processus soit transparent et soit clair et profite à nos patients qui sont nos seigneurs. Ce que je voulais, on a un tout petit peu évacué ce problème tout à l'heure d'évacuation sanitaire concernant les personnalités. Je voudrais dire ceci, vraiment, regardons les yeux. L'évacuation sanitaire, c'est-à-dire la maladie de quelqu'un, il y a plusieurs facteurs. Il y a le problème de plateau technique, le problème de ressources humaines capables de prendre d'utiliser ce plateau technique de soigner. Il y a le problème de disponibilité financière et de médicaments pour arriver à soigner quelqu'un. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de fondamental qui est la confiance et l'environnement de quiétude qui doit régner là où on doit prendre en charge la vie d'un individu. Et aujourd'hui, je vais vous le dire, dans notre pays, vraiment, chaque fois que vous avez un membre du gouvernement, un député, quelqu'un de célèbre comme Rigobertson, pensez-vous vraiment que nous, les Camerounais, nous mettons la sérénité autour de ce malade et de ce personnel soignant pour qu'on puisse le prendre en charge? Je dis non. Subissent des pressions, comment voulez-vous que, je me suis revenu sur Rigobertson, comment voulez-vous qu'il ait couché sur un hôpital et vous avez tous les membres du gouvernement, tous les députés, tous les hommes d'affaires, tous les politiques, tout le monde et le public qui crie dehors. Comment voulez-vous qu'il y ait la sérénité pour le coup? Donc je voulais dire ceci, si nous voulons aussi que nos personnalités, de tous bords, quels qu'ils soient, si nous voulons aussi que nos personnalités soient capables de se faire soigner dans notre pays, s'il vous plaît, mettons le contexte de sérénité qui permette qu'ils puissent venir se coucher dans un lit comme un malade, sans que tout influence. Docteur, c'est eux qui gèrent ce pays. C'est eux qui gèrent ce pays. C'est eux qui arrêtent les conditions. C'est eux qui gouvernent ce pays. Donc vous ne pouvez pas demander à la population une sérénité, alors que ceux mêmes qui sont censés incarner l'État. Vous êtes politique et vous êtes aussi économiste. Est-ce que normalement vous accepteriez que les militants de votre parti ou alors les Camerounais sachent quel est votre état de santé? Bien entendu, j'ai été hospitalisé au mois de juillet. Pour 3 jours, ça a coûté 450 000. Au Cameroun? Oui. D'accord. Dans une clinique ici à Bastos. L'année passée, 6 jours, ça avait fait 1 200 000. Bon, j'en ressors toujours vivant. Bon, vivant. Mais en fait, je dois apprécier, n'est-ce pas, la prise en charge dans cette clinique, justement. Ah, merci. C'est-à-dire, toutes les 2 heures, il y a l'infirmier ou l'infirmière qui passe. Ça, c'est privé? Oui, une clinique privée. Il passe. Mais est-ce que vous avez fait un tour dans les hôpitaux publics aussi? Non, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire, il faut qu'on fasse progresser notre pays. C'est parce que j'ai une assurance maladie que
je paye une certaine somme depuis que j'ai souscrit à cette assurance maladie en 1998. Mon épouse a été hospitalisée aux États-Unis pour une semaine, ça fait 14 000 $. Je n'ai pas dépensé €1 pour rembourser. Donc, ce que je veux dire, c'est que la pratique que nous avons là, évacuation des personnalités, des ministres, ça nous avance à rien. Ce sont d'abord des gens qui ont un niveau de revenus suffisant pour se permettre de souscrire une assurance maladie, et même chez un assureur international. Ils les ont. Mais pourquoi alors, s'ils les ont, pourquoi il faut encore dépenser 45 millions donc il faut revoir pour le texte évacuer qui un organise les évacuations. ancien ministre des Finances? Mais vous ne pouvez pas déclarer des choses dont vous n'avez pas la preuve parce qu'un journal c'est sorti, c'est sorti avec la lettre signée de votre ministre. Ne restons pas sur un cas, s'il vous plaît, secrétaire monsieur. général de la présidence, il demande l'évacuation de son collègue qui vient de quitter le gouvernement, et ça a coûté 46 millions. Ne restons pas sur ce cas. Pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur du pays, nous avons besoin d'une transparence budgétaire. Il faut que les hôpitaux, les centres du district, il faut qu'ils aient des ressources pour soigner les gens. Je vous dis, on envoie les malades évacués de Yagua, de Maroua, de Mora, on les envoie à Garoua, mais le médecin-chef, il n'a que 11 millions pour toute l'année pour acheter le mercurochrome, les bandes collantes, etc. Merci. Et pendant ce temps, on dépense des milliards pour évacuer des gens qui, par ailleurs, sont déjà riches. C'est noté. Alors, est-ce que la médiatisation pose problème, Cabral Libye? La médiatisation de ce type de cas? Mais la médiatisation n'a jamais posé problème nulle part. Je vous rappelle qu'ici, à Yaoundé, où je suis assis, je sais d'heure en heure où est Jacques Chirac. Ex-président français. Le jour où il rentre à l'hôpital, c'est en breaking news dans tous les journaux français. Quand vous êtes une personnalité et que vous êtes malade, ben, le monde saura toujours. Et devant l'hôpital où Jacques Chirac était, d'ailleurs, je pense que c'était toujours pitié sa petite justement, toutes les grandes chaînes françaises étaient postées au portail en train de prendre la petite image qui filtrerait de là. Ça n'a pas empêché que Jacques Chirac soit pris en charge. Je pense que le problème de sécurité qu'il pose, le problème de la médiation, ça existe. Mais au niveau des hôpitaux, on a tous été indignés de ce que la photo de Rigobert, son torse nu, elle fait le tour des réseaux sociaux, visiblement filmée par un infirmier, qui a d'ailleurs pris la peine de poser l'oreiller pour qu'on voit bien écrit dessus Curie. Donc c'est une photo de marketing. Donc là, c'est un problème de sécurité interne. Si les hôpitaux... Mais c'est ça qui est grave, parce que si on a un problème de plateau technique, on a un problème de moyens. On a même encore un problème basique de sécurité, c'est-à-dire la sécurité autour de quelqu'un qui est couché dans un lit d'hôpital, c'est que c'est grave. Je suis d'accord avec vous, mais la presse fera toujours son travail et les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour sortir. Là où moi j'attendais le docteur Itoundi, peut-être qu'on l'a embrouillé sur d'autres choses, mais c'est aussi de rendre hommage à nos infirmiers et médecins qui, eux, font leur travail, mais dans des conditions incroyablement difficiles. Parce que là, nous sommes en train de parler des grands, des VPP qu'on évacue. Mais aller à l'hôpital de Melundu, aller à l'hôpital de Bipindi, aller à l'hôpital de je ne sais Gary Gombo, et voyez ces jeunes médecins parfois qu'on envoie là-bas, qui n'ont rien, parce que les budgets sont détournés ici au ministère, parce qu'on a aussi fait nos petites enquêtes, qui sont complètement exsangues, et qui au quotidien sont en train de porter leurs compatriotes comme une croix. Ça aussi, ça ne demande pas de grandes choses. C'est-à-dire c'est juste un peu plus de sérieux au niveau de la décision centrale. Et moi, je pense qu'on doit leur rendre hommage, on doit saluer le travail qu'ils font, c'est-à-dire ne laissons pas l'impression, même si nous relevons les insuffisances, qu'il n'y a pas beaucoup de médecins consciencieux qui font leur travail. Moi, je l'ai découvert joyeusement lorsque mon propre père à moi a fait un AVC. J'ai vu un jeune, c'est là que j'ai su que c'était le neurologue, ici à l'hôpital général, par les bons soins du directeur général, qui a suivi mon père. Donc il y a des gens qui font leur travail, mais lorsque vous y allez quand même, on a envie de plaider pour eux. Vous qui êtes, oui, mais vous qui êtes au ministère et qui décidez, pensez à ces hôpitaux-là où on ne peut pas évacuer. On a donné la liste des gens qu'on peut évacuer. Mais la petite cultivatrice qui fait un accident avec sa à Ezeka, elle ne sera pas évacuée, mais il faut qu'elle aussi puisse être soignée. Qu'est-ce qu'on fait du citoyen lambda qui ne fait pas partie de ce texte qui organise les évacuations sanitaires? Mais vous savez, nous sommes des médecins et on ne traite pas quelqu'un parce qu'il porte telle ou telle autre étiquette. Voyons un peu en général qu'est-ce que sont les évacuations sanitaires. Pourquoi est-ce que le Cameroun doit encore faire les évacuations sanitaires? Telle était la question de départ. Exact, oui. Mais vous savez, nous avons des hôpitaux. Mais les hôpitaux, on donne de grands noms sans que ce qui y est suive ce que le nom dit. Il y a des hôpitaux de référence, il y a des premières, deuxième, troisième catégories, tout ça. Mais on n'avance pas. Dites-vous bien, par exemple, parlons de Curie, dont on parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Curie? Curie n'est qu'un hôpital comme les autres. On parle de service des urgences.
Les urgences, ça se dit. Il y a les urgences extrêmes, les urgences absolues, les urgences relatives. On les connaît. Alors, est-ce qu'au moment de faire ce curry-là, qui est, on dit, coopération, je crois, coréenne, quelque chose comme ça, pourquoi les Camerounais ne peuvent pas faire des urgences eux-mêmes? C'est ça le problème. Je ne suis pas là pour critiquer. Mais ce qui se fait là-dedans, je vais vous raconter, je ne veux pas raconter peut-être, parce que on n'est pas ici pour ça. Je ne veux peut-être pas raconter. Mais qu'est-ce que Curie fait? Pourquoi Curie ne pouvait donc-il pas, s'il est très bien, pourquoi il ne pouvait pas opérer Samuelson? Mais il faudrait savoir que c'est... Bon, mais il y a Samuel Eto'o. C'était capitaine. S'il vous plaît, je continue à parler, pardon, ne me coupez pas. Parce qu'il faudrait savoir qu'il y a plusieurs types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y en a qu'on opère, il y en a qui sont médicalement pris en charge, il y en a qu'on n'opère pas, la mortalité est même très élevée. Mais ce que nous voulons ici, nous, c'est pouvoir avoir les structures telles qu'on puisse arriver à savoir ce qu'il faut faire. Mais ici, nous n'avons même pas le minimum. Je vous dis le minimum, nous ne l'avons pas. Merci. Par exemple, pour opérer... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous écoute sur cette question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais répondre très rapidement au docteur pour m'embrayer sur le Cabral. Non, je crois que non, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire que le curé a très bien fait son travail. S'il vous plaît, il ne faut pas qu'on ait des distraits. Le curé a très bien fait son travail. Notre son a eu un accident vasculaire cérébral. Il y avait une indication d'évacuation. Cette évacuation, pour ce type d'accident, demande que dans les 72 heures, il y ait d'abord stabilisation et bonne prise en charge. C'est ce qui a été fait. Le curé l'a excellemment bien fait. C'est parce que le curé a bien pris son en charge, c'est parce qu'il a bien stabilisé, qu'il a pu voyager et qu'il a pu après bénéficier des soins qu'il a. Donc je tiens à le dire d'abord. Mais non, je suis très content de ce que vous dites. S'il vous plaît. Revenons aux choses. Je suis très content de ce que vous dites. En réalité, ce que vous dites va au-delà des évacuations. Va au-delà de la question que nous nous posons sur notre système de santé. La santé, c'est ce que nous avons de plus cher. Si nous considérons que c'est notre capital le plus précieux dans ce pays, premièrement, augmentons les ressources allouées à la santé. Aujourd'hui, l'OMS et les organismes demandent qu'il y ait au minimum 10 à 15% du budget national alloué à la santé pour commencer à être à l'aise. Pour le moment, nous ne sommes pas à 5%. J'ai fait le calcul. Premièrement, s'il vous plaît, laissez-moi dire ça, c'est très important. Pour le moment, nous ne sommes qu'à 5%. Quand nous ne sommes qu'à 5%, comment pouvez-vous attendre qu'on réponde aux exigences normales des Camerounais? Ce n'est pas possible. Et puis, deuxièmement, quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. La santé a ceci de particulier. Écoutez-moi bien. La plupart des investissements qui ont un retentissement direct sur la santé ne dépendent pas du ministère de la Santé. Exact. Parce que si vous parlez de Gary Gombo, vous parlez de Galim-Tinière, où j'ai été tout au fond. Pour arriver à Galim-Tinière et construire un centre de santé, il faut la route. Pour y amener les médicaments, il faut la route, il faut la voiture. Et c'est pas le ministère de la Santé qui fait les routes. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il y a un ensemble. Donc ça demande que pas l'affaire du ministre de la Santé. C'est nous tous, membres du gouvernement, élites, vous journalistes qu'on écoute, président de la République, ordonnateur des évacuations. Non, ne ramenez pas aux évacuations, s'il vous plaît, sinon vous allez distraire le peuple. Vous allez distraire le peuple. C'est un problème de quelle est l'importance que nous accordons à notre système de santé. Première chose, on augmente le budget. Deuxième chose, tant qu'il n'y a pas la couverture sanitaire universelle, nous reviendrons aborder les problèmes comme ceci. Merci, c'est noté. Je vais permettre que le docteur nous termine. C'est fondamental. Ce n'est pas le problème du ministre de la Santé. C'est notre problème à nous tous. Il faut qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas dit que Curie a mal fait son travail. Quand on parle des accidents vasculaires cérébraux, il y en a qui font qu'on ne meurt pas. Quand on dit accident vasculaire cérébral, c'est même les ruptures d'anévrisme, il y a un timing. On peut ne pas mourir dans les... Ça dépend de comment ça se trouve. Donc, Robertson est plus... Rigobert. Que Rigaud, je ne le connais pas très bien. Surtout qu'il ne faut pas rester focus sur un cas en plus. Non, je veux dire, qu'il ait atteint la France, ça ne veut pas dire que Curie a très bien fait. Ça ne veut pas dire que Curie a... Non, ne continuez pas. Non, attendez. Excellemment non, mais je te comprends. Non, parce que quand vous dites ça, ça peut semer le doute. Je ne veux pas qu'il y ait un doute. Il n'y a aucun doute. Le Curie a excellemment bien fait. Le Curie ne pouvait pas opérer. Le Curie n'est pas la... S'il vous plaît.
le rôle du Curie, c'est Revenons la prise en charge initiale de l'urgence vitale, la stabiliser et la transférer dans la formation sanitaire. C'est compris. Ils ont fait ce travail. Bon, Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on revienne. Non, c'est compris, c'est bien compris. Vous avez bien défini les objectifs du Curie. Vous l'avez défini. Ça peut semer le doute sur une structure mais alors, laissez-moi parler aussi. au Cameroun. S'il vous plaît. Je reviens à vous. Le Curie est une structure de Docteur Etoudi, on référence. vous a compris. N'en parlons pas. Mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Docteur, Parlons d'autre chose, mais pas de quelque chose on va passer à autre chose quand même. qui pourrait semer le doute. On vous a compris, docteur Oui, s'il vous Etoudi. plaît. Merci. S'il vous plaît. Docteur C'est net. Oui. On n'est pas venu ici pour que quelqu'un dise parlons de ça, ne parlons pas de ceci. Ne m'interrompez pas quand je parle. Je vous ai donné la parole. Allez-y. Oui. Je n'ai pas dit que Curie a mal fait son travail. très bien. Je n'ai pas dit ça. Bon, très bien. Il faudrait qu'on comprenne. Très C'est bien. quand même quelque chose du Cameroun. Oui. Mais j'ai dit que ça ne veut pas dire qu'il a bien fait son travail. non, là, Je non. peux ni dire ni mauvais. S'il vous plaît. Parce que je vais S'il vous vous plaît, dire, docteur. si je vais vous dire, Etoudi, si c'était une rupture, il serait mort dans les 72 heures. Ça veut dire que ça a été une bonne rupture. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Je peux le dire. Si vous voulez, je peux même l'enseigner si vous voulez. En schématisant. Ça dit en schématisant. Non, attendez que je parle de cela. Je dis seulement que on pouvait le faire à la Quintini, on pouvait le faire à l'hôpital général, on pouvait le faire à l'hôpital central, on pouvait le faire. Ce que nous devons faire. Terminé. Non, mais ça, on peut le faire Allez, partout. allez-y. On peut faire quoi? Parce que Dans la France, c'était quoi? Terminé. Alors, je reviens. Non, je ne dis pas que. Je reviens à vous avec cette question. Oui. Alors, est-ce que on pouvait prendre en charge totalement M. Son Au Cameroun. sans avoir besoin de l'évacuer? Au Curie, par exemple. Ah non, voilà. Ou bien vers un autre hôpital, mais du S'il vous Cameroun. plaît, vous revenez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Je vous ai dit que, et je vous le répète, parlons de nos choses dans toute sincérité. L'évacuation sanitaire, problème de prise en charge initiale médicale, c'est-à-dire plateau technique, ressources humaines qualifiées, médicaments. Vous avez tout ça. Mais ça ne suffit pas. L'environnement autour de la prise en charge des patients. Je vais vous retourner la question. Au vu de ce qui a été géré, et vous parlez de sécurité, les médecins, les infirmiers ne sont pas des spécialistes de sécurité pour arriver à filtrer l'ensemble des choses qui pourraient fuiter. Vous connaissez maintenant tous les moyens que nous avons de filmer par-ci, ou bien alors de maîtriser l'ensemble des pressions qui peuvent venir autour d'un malade comme son. Et même, si le corps médical passe le clair de son temps à essayer de gérer les pressions autour de quelqu'un, mais comment vous voulez qu'il soigne? Alors je vous reparle, au vu de ce que je vous ai dit, nécessité d'un bon plateau technique, nécessité de ressources humaines, nécessité de médicaments, nécessité d'un environnement serein. Si vous étiez la femme de Son, si Son était votre frère, et que vous avez les moyens, parce que Son est assuré. Bon. Et puis, effectivement, et que vous avez les moyens de le faire partir. Sans hésitation, je demande qu'il parte. Mais bien sûr, l'environnement il n'y a pas de problème. L'environnement local. Tout le monde est d'accord avec ça. On est d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a pas de... Mais je vous dis, nous sommes dans un village planétaire. Ce que le docteur dénonce là n'est pas propre au Cameroun. Ce n'est pas une spécificité camerounaise. Pas du tout. Ça, c'est la première chose. Partout où il y a une vedette, vous aurez toujours, en cas d'événement heureux ou malheureux, ce type d'environnement. Tout à fait. C'est à nous. C'est à nos autorités. L'affaire Atibé, Parce que c'est à nos autorités de mettre le cadre qui permet d'avoir une sérénité autour d'un malade comme Son. Ce qu'on dit de Son, on peut le dire des lions indomptables. Vous savez, les lions indomptables, moi j'ai voyagé avec eux de temps à autre. Parfois, on les amenait hors de la ville, dans un hôtel, pour qu'ils aient la sérénité. Parce que s'ils sont dans le centre-ville, tout le monde vient là. Et donc, pour dire que véritablement, c'est aux autorités de régler ce problème. Ça, c'est la première chose. La seconde, je ne peux pas partir d'ici sans le dire. Je dis, tant que le problème de gouvernance, ça il faut le dire, va continuer à se poser, même les 10% d'augmentation du budget ne pourront pas avoir un effet sur la qualité de la santé que nous donnons aux malades. Alors, docteur, vous avez quelque chose? Ce que je vais ajouter, c'est qu'il faudrait que nos hôpitaux
aille selon ce que nous voulons que nos hôpitaux soient. C'est-à-dire, il ne faut pas que... Oui, il faudrait que quand on fait un hôpital, qu'on sache ce qu'on veut y faire et comment c'est au plus haut point. Je vous ai dit, au lieu de mal faire quelque chose, vaut mieux ne pas faire. Et moi aussi, je vais ajouter une anecdote. M'étant rendu au CHU pour une affaire de dents, justement, j'y ai vu un appareil qui était hors d'usage, simplement parce que celui qui avait gagné le marché pour le livrer ne connaissait rien de C'était un proche de ceux qui décident. Il a ramené un truc complètement cadavérique qui ne sert à rien et qui a coûté des millions. C'est des cas particuliers qui méritent d'être relevés. Alors, on va quand même dire un mot de ces AVC parce qu'on a beaucoup parlé des questions s'il vous plaît. Nous avons posé le problème de la santé et effectivement, j'ai évoqué cette affaire, je le souligne, il faut augmenter le budget à la santé si on veut que la santé ait un rôle. Mais quand vous posez comme condition d'augmentation du budget et sous condition qu'il y ait la gouvernance. Mais la gouvernance, vous semblez suggérer que le problème de gouvernance ne serait que le problème de la santé. Mais non, s'il vous plaît. Non, parce que quand on dit dans ce contexte, on peut croire que la gouvernance n'est que... Disons que... Non, il faut Professeur, vous n'allez pas m'empêcher, en tant que citoyen camerounais, de dire ce que je sais. Je vous ai pris un exemple simple de l'argent des évacuations sanitaires qui va dans des poches des individus. Alors, si cet argent qui va dans les poches des individus servait à soigner des Camerounais, on aurait gagné plus, non? Monsieur, ce que vous dites n'est pas vrai. S'il vous plaît, parce que depuis le début de l'année 2016, le ministère de la Santé a instruit 90 dossiers d'évacuation. Les 90 dossiers n'ont pas connu un aboutissement. Et pour chaque dossier, et ce qu'on n'a pas dit ici, pour chaque dossier d'évacuation instruit par le ministère de la Santé, le montant officiel, le montant proposé, c'est 10 millions de francs. Donc si on a eu 90 dossiers et vous voulez que je vous donne les rapports de contrôle de l'inspection générale du ministère des Finances aux ambassades du Cameroun, aux ambassades de Tunisie? S'il vous plaît. Non, puisque vous voulez qu'on parle de ces chiffres, vous voulez vraiment ces chiffres? Nous les avons. Non, docteur, vous êtes spécialiste des questions de santé. Alors, revenons à la santé. Moi, je parle de gouvernance. Laissez-moi parler de gouvernance parce que je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, parlez de gouvernance avant les gens chargés de la gouvernance. Oui. Parlez de contrôle avec les gens parlés de la Tout ça est lié. Oui. Non, je ne voulais pas nier ce que vous dites. Parlez de gouvernance avec ceux qui sont chargés de la gouvernance. Parlons de santé avec les gens parlés de santé, s'il vous plaît. Alors, Bernard, donc voilà, c'est tout. Il a été dit sur ce plateau qu'il y a quand même une évolution des AVC au Cameroun. On parle d'un chiffre de prise de 30% des Camerounais qui seraient touchés par les AVC. C'est grave selon vous? 30%, c'est à peu près vraisemblable. Le promotionnaire du docteur Yobisi, il avait fait sa thèse en 1976, il avait révélé que 39% des décès à l'hôpital central de Yaoundé sont dus aux maladies de ce genre. En 1976. Donc si c'est 30% maintenant, c'est qu'il y a eu une évolution positive, n'est-ce pas, positive, dont on peut se féliciter. Mais en tant qu'économiste, je voudrais quand même dire des mots, n'est-ce pas, sur la question de financement ou de finance, dont on a beaucoup parlé autour des évacuations, peut-être. Je peux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le mot évacuation, ça date de très loin. Ça vient de la période coloniale. Les administrateurs coloniaux, quand ils étaient malades à Batouri, on les ramenait à Yaoundé. Quand il était malade à Yamassi, on l'amenait à l'hôpital général Leclerc à Douala. C'était sous mes yeux. Et quand ça allait dépasser, c'est le médecin chef de l'hôpital général Leclerc qui signait l'ordre d'évacuation et l'administrateur colonial partait. Ce n'était pas une affaire politique. Maintenant, nous avons pris l'indépendance et nous avons récupéré le système de privilèges que le colon nous a laissé. Et pendant ce temps, on prétend dénoncer le colonialisme. Il faut qu'on arrête ça. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous devons organiser au niveau national notre système de santé. Pour ceux qui ont les moyens, vous les avez cités, les ministres, les députés, les footballeurs internationaux, les hauts cadres, souscrivez une assurance maladie. Mais et le citoyen lambda camerounais, et pour le citoyen lambda camerounais, le docteur Etoudi a prononcé un mot très adéquat tout à l'heure, il faut une couverture médicale universelle. Et il y a des solutions pour ça. Il y a même une solution qui est basée sur la téléphonie mobile. On peut la développer, je peux me le faire gratuitement. L'espace, on avait un quart d'heure de plus
pour les Camerounais moyens une couverture Sanitaire universelle. Universelle d'assurance basée chaque fois que tu charges ton portable de 1000 francs, on enlève une somme qui va à l'assurance maladie et à l'assurance. Ça peut être développé. C'est un programme, n'est-ce pas, qui peut être développé. Oui. Et pour, n'est-ce pas, ceux qui portent costume, cravate, les grands footballeurs, les politiciens, là, souscrivez une assurance maladie pour lui-même ou elle-même et toute sa famille. Merci. Oui, docteur Tounou, on va quand même parler des causes de ces accidents, de ces AVC. Oui, on en parle beaucoup ces jours. Oui, revenons à quelque chose de plus médical, de plus technique concerne. Non, ce qu'il est important de dire, tous les accidents vasculaires cérébraux et tous ces problèmes de pathologie neurovasculaire, en réalité, ce sont les conséquences de ce que nous appelons les maladies chroniques non transmissibles, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète et toutes ces autres maladies. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, pour les années qui viennent, pour les années passées, nos pays avaient un problème de pathologie infectieuse. On meurt de sida, on meurt de paludisme. Plus nous allons sortir de l'émergence, plus vous allez voir que le paludisme et les maladies infectieuses vont diminuer. Mais par contre, il va s'installer sur ces problèmes de maladies liées à l'obésité, à l'hypertension, au tabagisme. Donc c'est les maladies de l'émergence. Et ça, je veux dire que ça va être l'épidémie des années à venir. Et la première conséquence de ces maladies, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est les crises cardiaques. Les accidents. Et malheureusement pour nos pays, une fois de plus, c'est les pauvres qui vont payer le plus lourd tribut. Pourquoi ? Parce qu'on attrape ces maladies parce qu'on mange beaucoup d'huile et très souvent les mauvaises huiles. C'est les pauvres qui achètent les mauvaises huiles. On attrape ces maladies parce qu'on ne fait pas assez de sport, parce qu'on est obèse. Si vous voyez le profil de nos jeunes là, vous les voyez tous avec les petits qui meurent. Ça prouve que dans quelques années, toutes ces maladies là vont augmenter et elles coûtent cher. Elles coûtent cher. C'est-à-dire les AVC, je veux dire que nous allons voir de plus en plus les AVC, de plus en plus des infarctus qui vont apparaître. Et ça va coûter de plus en plus cher. Et effectivement, il faut augmenter ce budget. Aidez-nous à plaider, vous qui savez parler. Et puis, aidez-nous aussi à dénoncer ceux qui gèrent mal. Merci. Voilà. Alors, Cabral Libi, quand on a posé le diagnostic, on va l'appeler comme ça, de ce que le docteur Etoundi vient de dire, sur le plan politique, on anticipe comment, quand on sait que dans quelques années, on parlera encore plus des AVC en termes de décès. On anticipe comment? Oui, mais dans des politiques d'éducation diététique, par exemple, puisque là, il a posé la question de l'alimentation. Mais bon, c'est des domaines que je connais pas, on ne fait que des lectures sommaires. Il me semble que ces maladies viennent aussi d'autres facteurs qui ne sont pas forcément liés à l'alimentation, tels que le stress et l'environnement. Et aujourd'hui, parfois, on n'a pas d'emploi, on est stressé. Justement, dans un pays où beaucoup de jeunes sont au chômage, dans un pays où c'est le struggle for life au quotidien, où les gens sont diplômés, c'est le combat de la vie. Il n'est vraiment pas étonnant que des jeunes qui n'ont pas de bedaine font face des AVC pour d'autres raisons. Un gars se couche le soir et puis il se réveille pas le matin parce qu'il a réfléchi tellement dans la nuit que quelque chose a lâché quelque part vers le cerveau. Donc je pense qu'il y a des mesures éducatives qui existent même déjà par un certain nombre d'associations qu'on voit souvent à la télé sur des questions de cœur ou d'AVC aujourd'hui. Et puis il y a que les gouvernants doivent prendre, il y a deux types de mesures qu'il faut prendre. Des mesures curatives, des mesures préventives qui rentrent maintenant dans cette sensibilisation, mais également dans la construction d'un certain nombre de structures de prise en charge. Quand on sait qu'une maladie, vous êtes un professionnel de cette affaire, aujourd'hui vous l'affirmez, qu'au fur et à mesure, on aura ce type de maladie. Ça veut dire que dès aujourd'hui, dans le ministère où vous êtes responsable, on doit prendre des mesures anticipatives pour que ces maladies, lorsqu'elles vont arriver, tout en évitant qu'elles arrivent, mais comme on sait qu'elles vont arriver, qu'elles trouvent des structures capables de les prendre en charge. Ça rentre dans l'activité politique, c'est vrai, ce n'est pas seulement vous. Et c'est pour ça que je vous rejoins en disant que lorsqu'on évoque des questions sanitaires, et quand on sait comment est la nomenclature gouvernementale au Cameroun, on a tort de ne fustiger que le ministère de la Santé. Parce que le ministère de l'Économie, par exemple, c'est là-bas que sont hébergés pas mal de ces projets-là, et c'est là-bas qu'on trouve des partenaires qui vont livrer des choses, docteur, que vous-même vous découvrez un matin et vous vous demandez à quoi ça va servir. C'est comme cet hôpital à Douala où il y a de très grosses machines en chinois depuis que personne n'arrive à utiliser. Mais il y a aussi cette autre mesure. Il y a ce pavillon, tout le monde le connaît à Douala. On a fait venir les Chinois pour former les gens. Mais personne n'avait réfléchi à ce que les gens qui travailleraient là ne sauraient pas dire le chinois. Maintenant, la question de l'assurance maladie, elle est éminemment politique. Vraiment de grâce.
dites-moi tout ce que vous voudrez. Dans un pays comme le nôtre, nous sommes en 2016. Moi, ça me heurte toujours, qu'on fasse évacuer des gens qu'on aurait pu faire soigner au motif qu'il y a une question d'environnement. On va accueillir la CAN. Vous avez commencé par ça, docteur. Vous ne me dites pas que lorsque une athlète va faire une rupture d'anévrisme dans un stade, il y aura un avion que le président va faire venir avec un sorcier blanc pour la faire partir. Il faut bien rassurer aussi nos hôpitaux, rassurer les Camerounais, puisque vous voulez qu'on les rassure. Et l'autre façon de rassurer les Camerounais, pour qu'ils aient plus confiance en leurs hôpitaux, c'est lorsqu'ils y verront se faire soigner justement des vedettes et des ministres. Parce que si eux, ils fuient, à chaque fois, entre guillemets, ils ne fuient pas. Mais quand eux-mêmes, ils fuient, quand le président part, le premier ministre part, tous, les députés, les sénateurs, quelqu'un a mal au pied, il s'en va. Ça donne l'impression que ces hôpitaux ne peuvent accueillir que les gens qui ne peuvent pas fuir. Voilà. Et que les médecins qui y sont, c'est parce que ces gens savent qu'ils sont incompétents qu'ils les fuient. Voilà. Du coup, on y va par dépit. Et ça aussi, c'est une communication qui n'arrange pas votre métier. Pour finir, la mesure qui a été proposée, celle de Bernard Wandji. De Bernard Wandji, comme d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'experts camerounais qui ont fait des études dans cette affaire et qui font des propositions. Mais quel est ce pays où on veut nous faire croire que 25 millions d'habitants, avec tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, avec embellie économique et tout le reste. Et surtout que ce n'est pas l'État-providence, c'est-à-dire l'assurance maladie dans tous les pays du monde, c'est que, en fait, je contribue pour ma prise en charge. Juste pour que le jour où je tombe malade, qu'on puisse me prendre en charge, même si je n'ai pas de l'argent. C'est pour ça que je contribue par anticipation. Oui. C'est pour ça qu'on peut me prélever de l'argent dans ma carte de téléphone ou que sais-je encore. Oui. Mais pourquoi c'est si difficile de mettre ça en place? Vous êtes médecin et vous savez de quoi je parle. Quand on sort d'un hôpital au Cameroun, vraiment hors des grands hôpitaux de Yaoundé, là où les gens ont les moyens pour y aller, vous voyez comment des gens souffrent, comment des gens agonisent sur des lits d'hôpitaux devant des médecins impuissants, parfois parce qu'il n'y a pas de compresse, parce qu'il n'y a pas... Quelqu'un arrive sanguinolent dans un hôpital, on ne peut pas l'opérer, on lui demande un argent qu'il n'a pas, évidemment. Ça heurte quand même. Et quand les décideurs deviennent impopulaires, les politiques deviennent impopulaires, c'est pour des choses comme ça. Ils peuvent même voler leurs argent, aller à Kondengui, se régler des comptes dans des opérations Colombe ou Épervier. Mais là, on est dans des choses simples où un décideur, s'il ne le fait pas, c'est qu'il est forcément un mauvais décideur. Merci Cabral. Docteur Elon, alors comment on prévient ce type de maladie? On entend beaucoup parler des AVC. Alors parlons donc de ces AVC-là maintenant. Vous savez, comme toute maladie, ce qu'on nous dit toujours à l'école, la prévention. Et puis, quand on n'a pas pu prévenir, il y a donc la maladie qui est venue. Il faut la prendre en charge. Dans la prévention, il y a un certain nombre de facteurs. Comme il a dit tout à l'heure, nous allons avoir de plus en plus d'accidents vasculaires cérébraux ici. Parce qu'il y a un certain nombre de choses. On a parlé de l'hypertension artérielle. Alors, ce qu'on devait faire, c'est voir tout ce qui peut mener à l'hypertension artérielle. Qu'on voit comment arranger ces problèmes-là. Il a parlé du stress au travail. Il a parlé de... l'alimentation. Nous connaissons l'alimentation. Il y a, par exemple, je donne un petit exemple. On a dit le tabagisme et l'alcool. Si nous coupons avec l'alcool ici, nous allons avoir moins de problèmes avec les problèmes, puisque ça entre dans les critères. Oui. Il y a l'alcool, il y a le tabagisme, il y a l'hypertension, il y a beaucoup de choses. Si nous coupons Cameroun sans alcool. Alors maintenant, c'est le problème sans alcool. Mais je vais vous dire, j'ai vu l'autre jour, je ne sais pas, j'ai regardé, et il y avait des gens qui fabriquent le petit whisky, en sachet. Chocolat. On a dit que c'était un mauvais truc pour la santé. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Comment pouvez-vous encore... Mais le chivas aussi. Hein. Non, attendez. Le chivas, c'est pas très facile d'atteindre le chivas quand vous êtes à notre niveau. Non, je veux dire, c'est mauvais aussi pour la santé. Non, je comprends. Les problèmes sont un peu plus nombreux que cela dans ces whisky en sachet. Il y a le problème du sachet même et le problème du liquide. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut encore discuter quand c'est déjà clair que c'est mauvais pour la santé? Comment vous pouvez discuter encore du fait qu'il faille maintenir ça ou ne pas maintenir ça parce que ça a un impact économique? Ça n'a pas de sens, s'il vous plaît. D'accord. Oui, docteur. Je voudrais dire deux choses. D'abord, me remercier Cabral parce qu'en réalité, c'est un plaidoyer qu'il fait pour le système de santé. Et dire que si vous, qui allez de temps en temps à l'hôpital, vous êtes autant choqué de la détresse qui s'y trouve. Vous imaginez bien que nous qui avons pris comme métier de s'occuper de la détresse humaine, vous imaginez à quel point le médecin, l'infirmier qui vit au quotidien dans cette détresse peut être choqué. Donc, nous ne pouvons pas accepter cette détresse. Et si tout moyen qui peut être mis en place pour qu'on atténue la détresse des citoyens et forcément la détresse de nous les intervenants, nous sommes preneurs. Donc,
le plaidoyer pour la couverture sanitaire universitaire, c'est un plaidoyer national que nous devons faire. Et je vous remercie de continuer à le faire. Revenant sur les causes, s'il vous plaît, revenant sur les causes des AVC et des hypertensions. Non, je pense qu'il ne faut pas croire que nous sommes en train de naviguer à vue. Notre stratégie sectorielle, nous avons des activités de promotion de la santé, nous avons des activités de prévention. Et dans les activités de promotion de la santé, c'est des activités qui jouent un rôle très important pour baisser ces maladies chroniques non transmissibles. Et il est important que les gens le sachent. Par des choses simples. Je vous ai dit par exemple que les effets néfastes de toutes ces huiles qui entrent et qui ne sont pas contrôlées, c'est des tueurs. Donc, par le biais du ministère des Commerces, par le biais des secteurs de douane, le contrôle efficace de ces huiles est déjà quelque chose, un facteur très important. Je vous ai dit que le sport occupe une place importante. Les efforts qui sont faits aujourd'hui par les municipalités et ce qu'on doit imposer aux écoles aujourd'hui, par exemple, d'imposer le sport de l'école, c'est une mesure importante. Prenons l'alimentation. D'accord, pour terminer. Prenons l'alimentation. Nous savons très bien que nos aliments à nous, c'est-à-dire que le manioc et tous les beignets de manioc que nous mangeons sont plus sains que les farines de blé que nous consommons. C'est au niveau du ministère de l'Agriculture. Favoriser la consommation des farines locales est déjà un facteur important. Et c'est pour ça que je vous disais que la plupart des actions qui ont un impact direct sur la santé, malheureusement, ne relèvent pas du ministère de la Santé. Donc, un dernier mot pour sortir, il faut peut-être organiser aussi la communication pour que les démentis et des annonces de mort ne se succèdent pas quand les personnalités sont victimes d'AVC. Ben, je ne sais pas, les démentis, c'est pas... Ça va tellement... Et donc, pour le moment, on n'a pas encore une solution pour arrêter, pour tordre le cou à l'impact et au travail des réseaux sociaux. Donc, pour ce qui concerne les démentis, je préfère dire que... Ou alors que l'information soit mise à disposition. Voilà. Bon, voilà. Là, vous posez, effectivement, vous posez dans le bon problème. Il faut informer tout en respectant le secret médical. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire entièrement, mais il faut quand même donner l'information jusqu'au niveau qui mérite d'être donné. Parce que sinon, effectivement, la porte est ouverte à toutes sortes de dérives. Et donc, Merci. Merci également. Je vais permettre qu'on revienne un peu sur ces 64 heures qui se sont donc succédées dans la vie de Rigobert Song. Arnaud Gueffak et André-Marie Dia ont fait le tour pour nous rendre compte de ce qui s'est passé pendant ces heures-là. C'est le reportage de la semaine de Canal Presse. Un reportage la semaine qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de regarder tout de suite. Voilà, Dominique Bina nous fait signe, c'est prêt, on y va. Centre des urgences de Yaoundé, 18h25. La lumière du jour s'éclipse. Il y a une agglutination débordant autour et à l'entrée. Ferveur et soutien des populations de Yaoundé pour Rigobert Song qui livre son match contre la mort. Là, ce sont ses dernières minutes au centre des urgences avant son évacuation pour Paris en France. Les dernières manœuvres de l'ambulance, puis décollage. Le capitaine Song avec à destination de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où un avion médicalisé l'attend. Sa situation tout au moins est stabilisée. Nous pouvons nous féliciter du fait que Rigobert Song va donc à Paris étant conscient et non comme certains ont cru le dire. Il est conscient, il n'est pas sorti du danger, il doit maintenant poursuivre son traitement. Gloire donc au médecin du centre des urgences de Yaoundé, sauveur de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, admis là-bas dans la nuit de samedi à dimanche à 1h45 après un accident vasculaire cérébral. Je voudrais également apprécier surtout le travail de professionnalisme qu'il y a au niveau du Curie et dire que nos professionnels sont aptes effectivement à pouvoir réagir promptement. L'atmosphère
est enfiévré depuis 64 heures déjà. Les rumeurs les plus folles et les plus incontrôlables se sont emparées de toutes les rues et de tous les réseaux sociaux. Mise en garde. Ceux qui ont posté les images dans les relais sociaux, que cela retire ces images parce qu'il faut quand même respecter la dignité humaine. Et les images postées dans les réseaux sociaux ne font pas honneur à notre pays parce qu'il ne faut pas vouloir manipuler sur le cas d'un être humain, vouloir manipuler l'opinion. La suite de son traitement, c'est en France. Et le voilà enfin en route. Un peu plus de 48 millions de francs CFA mobilisés dans la cagnotte de cette opération d'évacuation. C'est un coût très élevé en ce qui concerne le contribuable camerounais, pour le contribuable camerounais. Et la meilleure des choses aurait été pour l'État de prendre les dispositions qui s'imposent pour faire en sorte que tous nos hôpitaux soient réellement équipés et qu'ils correspondent réellement aux références qu'on leur attribue. Il n'y a aucun pays au monde où le plateau technique est complètement satisfaisant. Les efforts du Cameroun en la matière sont visibles. Cliché d'un plateau technique à la camerounaise, c'est bien ici, au cœur de Yaoundé, mais du privé. Bien audacieux, n'est-ce pas? Alors, Dr Hello, je termine avec vous ce sujet sur les AVC, les évacuations sanitaires. Vous avez parlé des AIT qui peuvent être mises en place pour prendre en charge. Pas mis en place, c'est-à-dire qu'il faudrait bien que, comme on est en train de terminer, vous savez, l'accident vasculaire cérébral, on ne sait pas quand ça vient, mais ça peut prévenir un tout petit peu. C'est un accident brutal, mais il peut prévenir un tout petit peu. Il y a ce qu'on appelle les AIT, qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires, qui viennent comme si, pour vous dire qu'il y a quelque chose de mal qui risque d'arriver. Des signaux. Les signaux, c'est comme des signaux, oui. C'est quelque chose qui vous arrive, ça, vous ne voyez pas d'un œil, soit vous tombez, vous vous relevez. C'est toujours déficitaire. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous remarquez que vous tremblez un peu et puis tout revient. C'est-à-dire que vous avez un élément déficitaire qui doit durer moins de 24 heures. Vous pouvez avoir un côté paralysé, mais qui, avant 24 heures, avant 2 heures de temps, tout redevient en ordre. C'est ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires et qui viennent de l'athérosclérose. C'est-à-dire que là, au moins, vous pouvez immédiatement aller voir le médecin ou prendre un antiagrégant plaquettaire. On dit simplement l'aspirine des enfants, là on peut le prendre et toujours il faut avoir mangé avant de le prendre. Mais les AIT sont quelque chose qui peut sauver, sont des choses qui peuvent sauver bien de personnes qui risquent d'avoir un accident vasculaire cérébral. Voilà. Merci, c'était bon à savoir, et surtout qu'on sort d'un sujet qui pourra se répandre dans les années à venir au Cameroun, on l'a dit sur ce plateau. On parle aussi d'une autre institution qui, elle, est entrée en fonction le 16 octobre 1990, mais son rôle de gendarme est donc mis en place effectivement depuis 1993. Depuis lors, la COBAC s'est déployée dans la zone CIMAC. En 25 ans, Bernard Wandi, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette COBAC? Donc, la COBAC, c'est la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Elle a été créée en 1990 dans un contexte électrique, parce que toutes les banques étaient tombées en faillite ou avaient des difficultés. Donc, maintenant, comme c'était aussi le retour du multipartisme, beaucoup d'activistes en ont profité pour dire, bon, dans ce cas, on sort de la zone franc une fois, on laisse tomber le franc CFA, nous avons notre monnaie, nous allons la gérer. Et le contexte, n'est-ce pas, du multipartisme mettait vraiment les piments dans la sauce parce que les uns disaient que c'est les crédits qu'on avait donnés du temps d'Aïdjo au Baguida, c'est ça qui plombe les banques. Les autres disaient que non, ce sont les hommes d'affaires du renouveau qui ont vite puisé en 2 ou 3, 4 ans, qui ont ouvert les vannes. Vraiment, c'était vraiment difficile. Et en même temps, le trésor public était en difficulté à cause de la crise économique et était entré dans des négociations avec le FMI. Donc maintenant, il fallait rétablir en urgence la confiance dans le système bancaire. Donc on a donc pensé qu'en mettant une fonction de gendarme au beau milieu du dispositif, ça pouvait augmenter la sécurité des déposants, éviter de piller les banques, surveiller les directeurs généraux des banques au moment où ils prennent les risques, au moment où ils accordent les crédits,
Et puis, donc, bref, vraiment, exercer une fonction de gendarme, n'est-ce pas, pour la bonne marche et la sécurité du système bancaire. Thierry, donc de la régulation et la surveillance, que fait la COBAC au mieux aujourd'hui? Vous dites? Entre la régulation et la surveillance, qu'est-ce que la COBAC fait de mieux? Je crois qu'elle fait les deux, avec sous le contrôle de l'économiste, oui, qui a travaillé, hein, parce que ça, peut-être vous ne le dites pas assez, ce sont les gens qui ont pensé la COBAC telle que se présente aujourd'hui. Donc, elle fait les deux. Elle fait les deux, même si certains auront tendance à croire qu'elle est plus dans la surveillance que la régulation. Donc, moi, je dis c'est une institution qui a sa place dans un environnement que vous connaissez. Et aujourd'hui, elle a certaines difficultés à mener à bien sa mission. Ça, on va peut-être y revenir. Et elle a aussi dans sa mission, elle est parfois attaquée par des institutions bancaires qui contestent les avis, les décisions de cette structure. Et parfois, devant la Cour de justice de la CEMAC, et je prends le cas de Amity Bank, et vous savez très bien que l'une de ces décisions a été en faveur d'Amity Bank. Donc, c'est un régulateur qui est sous haute surveillance, si je puis m'exprimer ainsi. Cabral Libye, la COBAC a visiblement mauvaise presse au Cameroun, surtout auprès des institutions bancaires camerounaises. Moi, je trouve que ce n'est pas étonnant. C'est un constat auquel moi j'étais arrivé depuis. Comme je l'ai dit, je suis juriste internationaliste dans une autre vie. Et en étudiant le droit communautaire, notamment la COBAC, il y a une chose qui, moi, m'avait étonné, c'est que la COBAC est un concentré de tous les pouvoirs. Vous savez, on parle d'intégration, on parle d'émergence. La banque, la finance est au cœur de cela. Et si l'instrument bancaire ne fonctionne pas, tout ce qu'on raconte là politiquement n'aboutit à rien. La COBAC, comme le disait M. Wandi, arrive dans un contexte où les banques sont en faillite, c'est le désastre. Donc on lui donne le pouvoir d'édicter des lois, le pouvoir d'administrer même les banques, le pouvoir de contrôler si ces règles édictées sont respectées, et même le pouvoir de sanctionner. Évidemment, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Allez en France, en Allemagne, même en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, ça n'existe pas. Du coup, cette configuration exorbitante des pouvoirs de la COBAC, au bout d'un certain temps, devient un problème. Une fois donc que les banques ont été restructurées et que les banques sont remises à flot, on ne peut plus faire perdurer ce système. Parce que finalement, ce système produit un effet inverse. Surtout lorsqu'on a l'impression qu'il y a d'autres considérations moins financières qu'il y a derrière. Parce que n'oublions pas que qui dit COBAC, dit aussi l'expertise française, quelque part derrière, comme dans beaucoup d'autres choses. Et on peut prendre des exemples très simples. Qu'a fait la COBAC dans l'affaire CBC, par exemple? Quand vous lisez les textes de la COBAC, oui, la COBAC désigne un administrateur provisoire quand la banque est en difficulté. Les textes disent que l'administrateur provisoire fait 6 mois renouvelables une fois. Dans le cas de la CBC, l'administrateur a fait 4 ans. Et il a été démontré, je me souviens d'une lettre publiée en 2012 par Yves-Michel Fotso, qu'en 4 ans, il a ponctionné près d'1 milliard de francs pour son salaire et ses dépenses personnelles. Alors comment vous pouvez en 4 ans ponctionner 1 milliard pour votre intérêt personnel dans une banque qui est en difficulté financière? Ça, c'est un élément. Je veux vous renvoyer au cas Cofinest. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cofinest? C'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amity Bank? Parce que dans le cas de Amity Bank, la COBAC a encouragé la liquidation de Amity Bank. Finalement, Amity Bank, comme le prévoient les textes, a saisi la Haute Cour de justice CEMAC. Cette Haute Cour de justice a cassé la décision qui avait été préconisée par la COBAC. Mais entre-temps, la COBAC avait fait vendre Amity Bank à Banque Atlantique. Et aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice qui condamne la COBAC, mais il n'y a rien à faire. Alors, oui, mais si vous prenez Amity Bank, vous prenez Cofinest, vous prenez CBC, vous vous rendez compte que ces 3 banques qui sont camerounaises et qui font la fierté qui faisaient la fierté de la banque camerounaise à l'époque, oui, qui se sont retrouvés à cause des problèmes d'incurie dans la difficulté. Mais il y a peu de temps, il a été annoncé dans la presse qu'il y avait un problème de 50 milliards à la BICEC. Mais jusque-là, la COBAC est étrangement muette. Je peux vous garantir que si cette affaire de 50 milliards avait été imputée à une autre banque, camerounaise ou locale, on en serait à autre chose. Et on en vient tout de suite. Ça laisse l'impression qu'il y a, comme la COBAC est aujourd'hui au service de pesanteurs qui empêchent une réelle souveraineté financière de nos États.
Je n'en dis peut-être pas plus, mais il y a là des alarmes auxquelles il faut s'intéresser. Alors, docteur Elon, vous êtes citoyen lambda, vous mettez votre argent dans la banque en toute sérénité, en se disant, la COBAC veille, c'est le gendarme, on ne peut pas avoir d'excès. Bon, mais je ne vais pas jusqu'à la COBAC, mais je mets à la banque. Et vous savez, les banques maintenant, normalement, on devait nous dire, puisque nous payons quelque chose, tous les mois, on devait nous dire, voilà, votre état est comme ceci, mais nous ne recevons rien. C'est quand on arrive là-bas qu'on trouve que, bon, il y a un chèque qui n'a pas été payé, on ne sait pas pourquoi il manque ceci, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, il y a un dysfonctionnement certain des banques maintenant. Qui commande ces banques-là, je ne sais pas. Je ne suis pas tellement administratif, donc il y a quand même un dysfonctionnement net. Donc, clients, vous vous sentez protégé dans vos dépôts? Non, je crois que moi, je ne pourrais pas parler en tant que client. Non, tout ce que je veux dire, c'est que nous, on regarde avec beaucoup d'attention tout ce processus de sécurisation et puis, comment on va dire, de gestion des ressources financières. Parce que, comme vous le savez, les hôpitaux, c'est des véritables entreprises, avant tout. Peut-être on soigne des gens, mais là, à l'intérieur des hôpitaux, c'est vraiment des véritables entreprises avec des devoirs de performance et puis avec des interactions directes et intimes avec le système bancaire. Donc, pour nous, professionnels de santé, toutes les activités qui visent à sécuriser le système bancaire vont aussi avoir une répercussion sur notre organisation interne de nos hôpitaux et qui vont éviter par plus cette affaire de l'argent qui circule à l'hôpital. Donc chaque jour, je vous écoute avec beaucoup d'attention et j'espère que la sécurisation de ce système va se répercuter sur la gestion de nos hôpitaux. Bernard Wandji, une enquête interne de la COBAC avait révélé à propos de l'affaire Bissek, dont Cabral Libby parlait tout à l'heure, un réseau impliquant des prestataires externes et tout le reste. Bref, on a l'impression que c'est la COBAC qui met à nu l'affaire Bissek, mais aussi la COBAC est étrangement silencieuse ces jours-ci. C'est quoi, une enquête se poursuit, alors le problème est évacué? Bon, il faut voir exactement quel est le traitement comptable de la somme de 50 milliards, parce que la BICIC a un total de bilan de 500 milliards. 500 milliards, bon, peut-être 50 milliards ont été détournés. Ça, c'est un calcul qui a été fait sur 25 ans. Donc, est-ce que ça a affecté les ratios prudentiels de la BICEC? Je ne suis pas sûr. Parce que la COBAC, c'est quoi? C'est un arsenal de ratios. Ratio de solvabilité, ratio de liquidité. Un certain nombre de ratios. Alors, s'ils prennent 2 milliards par an, au bout de 25 ans, donc ça se dilue. Donc ça ne va pas ressortir immédiatement sur les ratios. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, on vous soumet un certain nombre d'examens. Le malade peut se dégrader très progressivement sur une longue période. C'est-à-dire chaque jour, ça ajoute peut-être un demi-gramme sur son taux de diabète ou un dixième de gramme sur son taux de diabète. Bon, maintenant, est-ce que ça atteint un seuil où le ratio de liquidité fait que, attention, la COBAC doit tirer on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une affaire, à mon avis, c'est une situation d'abus de biens sociaux. C'est-à-dire, vous avez un actionnaire qui est la partie camerounaise, qui a prélevé plus de bénéfices que l'autre, c'est-à-dire la partie française. Donc, je pense que peut-être que la COBAC considère ça comme une situation d'abus de biens sociaux qui doit se traiter entre actionnaires. D'accord. Alors, Thierry, est-ce que vous comprenez le fait que les Camerounais ont très vite fait de lister CBC, Afrilan, Amity Bank et bien d'autres banques camerounaises, Akoufinès, qui ont eu des soucis et qui ont été placées sous administration provisoire et s'est dit, OK, dans le cas de Bissek, on se serait attendu à la même chose? Non, M. Wandji vient de vous dire, ce n'est pas la même chose. Et j'ai lu un communiqué commis par la Bissek qui démontrait que ce détournement qui s'est étalé sur le moyen et le long terme n'a pas affecté les fondamentaux de la banque. Donc, du coup, il n'y a pas... Du dépôt de mesures. Oui. Et je voudrais, pour la gouverne de ceux qui nous suivent, dire que la Commission bancaire d'Afrique centrale est une institution de la CEMAC. Ce n'est pas une institution camerounaise. Elle est là pour réguler le système bancaire dans la sous-région. Je voudrais ajouter que cette institution est là pour s'assurer que les banques ne vont pas faire faillite et que l'argent des entreprises, des épargnants va disparaître. Et chaque fois qu'elle constate qu'une banque est en train de déraper,
ils appellent ça les normes prudentielles, les ratios prudentiels, disons un discours technique. Chaque fois qu'elle constate qu'on est en train de déraper, elle sort en communiqué. Donc, et les situations ne se ressemblent pas. La situation BICEC n'est pas la situation Amity Bank. La situation Amity Bank n'est pas la situation en Freeland. Et aujourd'hui, pour éviter, je le dis, c'est très important, la COBAC a un problème avec le groupe Afriland aujourd'hui. Parce qu'elle n'arrive pas à avoir un contrôle complet de l'activité du groupe Afriland. Pas Afriland First Bank, qui est banque camerounaise, mais le groupe. Donc, pour vous dire que c'est un rôle, disons-le, ingrat, mais il faut se soumettre aux lois édictées par la pour qu'on ne retombe pas à la situation des années 90. Kapalibi, est-ce que donc il faut reformer la COBAC dans ce cas? Rapidement, on a 1 minute pour finir. Oui, moi, d'un point de vue strictement juridique déjà, je pense qu'il faut réformer la COBAC. J'ai fait tout à l'heure une étude comparative en vous prenant des cas, je peux les démultiplier, où le système est organisé différemment. Parce que sinon, ça nous conduit à la situation à Amity Bank, justement, où la COBAC se trompe, mais on se retrouve incapable de réparer les erreurs commises par la COBAC. Sur son rôle de gardien, il faut le jouer. Mais je dis quand même qu'on a l'impression qu'il y a une sorte... C'est pour ça que moi, mon analyse ne se situe pas au niveau de la finance ou de la banque. Bon, moi, je ne suis pas banquier. Je dis simplement que quand j'observe un certain acharnement, entre guillemets, sur les banques locales, et quand on sait quel est le rôle que les banques locales peuvent jouer dans le développement et même des perspectives d'émergence, il y a lieu d'appeler aujourd'hui, et il a bien fait de dire, c'est la CEMAC, il y a lieu d'appeler aujourd'hui à la réforme de la COBAC pour que le jeu soit beaucoup plus sain et qu'on ne court pas le risque de tuer, comme on l'a vu dans d'autres domaines, l'initiative locale au profit de ceux qui tirent les ficelles. Il n'y a pas acharnement. Honnêtement, il n'y a pas acharnement de la COBAC vis-à-vis des banques camerounaises. Ce n'est pas la COBAC qui a détourné, qui a mis la Cofines en faillite. Parce qu'il ne faut pas qu'on crée la confusion dans l'esprit des Camerounais. La COBAC n'a mis aucune entreprise en faillite. La COBAC est là pour tirer la sonnette d'alarme. Merci. Vous avez dit, Thierry, donc, Bernard Wandji, je permets que vous terminiez. Est-ce qu'on va forcément à la réforme de ce système mis en place par la CEMAC? 30 secondes et on va... Bon, ce n'est pas parce que j'ai participé à la rédaction des textes en 1990-91, mais il n'y a rien à redire sur les textes de la CEMAC. Le premier souci qu'on avait, c'était de garantir l'indépendance de la Commission à l'égard du ministre des Finances dans chaque pays. Ça a été fait. Ils ont un mandat, ils peuvent travailler en toute sérénité. Et j'appuie, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu disais, que c'est un organisme communautaire qui ne dépend pas du ministre des Finances de tel ou tel pays. Cependant, il y a un cas où la COBAC a outrepassé ses pouvoirs, c'est-à-dire nommer des administrateurs provisoires qui s'éternisent. Vous savez que c'est bien camerounais. Le provisoire devient définitif. Ça, la COBAC a outrepassé ses pouvoirs et porte le chapeau, parce que dans l'opinion, n'est-ce pas, on sait que c'est la COBAC qui a commis des gaffes à la Cofines. On avait voulu éviter ça. Pour terminer, je voudrais dire un dernier point très important. Dans le texte initial, ce n'était pas prévu que la COBAC doit superviser les microfinances. La commission bancaire doit s'occuper des banques. Les banques, ce sont les établissements qui ont accès au financement. Peut-être cet aspect-là, il faut donc pouvoir réformer. Que va-t-elle chercher dans les microfinances? Les banques sont les établissements notre économie. Si vous voulez que je vous dise, la COBAC, au départ, n'avait pas aussi mission de contrôler les holdings financières. Mais depuis 2015, elle le fait. Donc, c'est la même question. Non, pour dire que nous sommes, il y a des évolutions. Il y a des évolutions. On veut contrôler le système financier international. Et c'est un débat qu'on le refera, Merci Bernard Wandji, merci à vous tous d'être venus. Je vous convierai à un prochain débat sur la question de la COBAC et surtout sur le système bancaire dans notre cas d'espèce. Merci messieurs les médecins d'être venus. Donc merci à vous.
d'avoir regardé. Notez bien le rendez-vous de ce soir sur Canal 2 International. Maître Akeremouna descend dans l'arène. Il sera Cabral Libi, vous serez face à lui dans le duel. Il y aura également Soulé Honorule et Yannick Yemga dans la position de gladiateur, bien sûr, sous le regard de Rodrigue Tongué. Bon dimanche, au revoir. Merci. Il a passé au discours en direct.